Vous pensiez que votre dernier séjour en camping était rude? Attendez de découvrir ce qui suit. Bienvenue dans ce récit terrifiant d'aventures en plein air qui ont viré au cauchemar. Des attaques animales les plus sauvages aux erreurs fatales au bord du précipice, nous avons compilé 2 heures des pires tragédies de l'histoire de la survie. Et le plus glaçant, c'est que nous en avons les preuves. Voici 2 heures de récits sur les morts les plus atroces de l'histoire des loisirs de plein air, preuve à l'appui. C'était l'après-midi du 2 octobre 2019. Savannah McTague, 19 ans, venait de commencer sa randonnée. Originaire du Maine, elle avait récemment déménagé dans l'Utah pour travailler au Zion Lodge pour la compagnie de voyage Xanterra. Connue pour son amour du plein air, Savannah partageait souvent ses expériences de randonnée en ligne, des parties du sentier des Appalaches aux sentiers escarpés de Zion. Mais cette randonnée particulière se terminerait par une tragédie. Savannah et 2 de ses collègues du lodge décidèrent d'affronter le sentier d'Angel's Landing. C'est l'un des itinéraires les plus célèbres du parc, connu pour ses chemins escarpés et étroits et ses pentes abruptes. À son point culminant, Angel's Landing s'élève à près de 450 mètres au-dessus du sol. La partie finale de la randonnée exige de grimper sur une paroi rocheuse en ne s'accrochant qu'à une chaîne. Le chemin est extrêmement étroit et une seule erreur peut entraîner une chute mortelle. Plusieurs randonneurs y ont déjà perdu la vie par le passé. Ce jour-là, le temps avait été imprévisible. La pluie était tombée plus tôt, rendant les rochers glissants et dangereux. Malgré cela, les 3 ont continué le long du sentier, ignorant ce qui était sur le point de se produire. Vers 17h30, les amis de Savannah réalisèrent qu'elle n'était plus avec eux. Ils la cherchèrent, l'appelèrent, mais n'obtinrent aucune réponse. Ils contactèrent rapidement les gardes du parc, craignant le pire, qu'elle soit tombée. Une opération de recherche et de sauvetage fut lancée immédiatement, impliquant à la fois les gardes du parc de Zion et le bureau du shérif du comté de Washington. Alors que le jour déclinait, l'équipe continua de chercher, mais l'espoir de la retrouver cette nuit-là était mince. Le lendemain matin, les équipes de recherche ont découvert le corps de Savannah à la base d'Angel's Landing. Les blessures confirmaient qu'elle était tombée d'une grande hauteur. Bien qu'il fût clair qu'elle avait perdu pied, on ignore toujours si c'était dû à une glissade, à un faux pas ou à autre chose. Ce qui est certain, c'est que le sentier dangereux, combiné aux conditions humides, a joué un rôle. Malheureusement, la mort de Savannah n'était pas la première sur ce sentier. En 2017, un homme de 45 ans était tombé du même endroit. En 2018, c'était une fille de 13 ans. Malgré les risques, Angel's Landing est resté ouvert, attirant des centaines de milliers de randonneurs chaque année. Rien qu'en 2019, plus de 330 000 personnes ont visité ce sentier. Après la récupération de son corps, les autorités ont poursuivi l'enquête sur la cause de la chute. Les conditions météorologiques et celles du sentier ont été examinées, mais aucune décision n'a été prise de fermer la randonnée. Le décès de Savannah a ajouté aux préoccupations croissantes concernant la sécurité réelle du sentier. Savannah avait été une étudiante remarquable. Elle avait obtenu son diplôme plus tôt que prévu au Nokomis Regional High School dans le Maine et était connue pour son amour de la nature. Elle était ravie de vivre et de travailler dans un endroit aussi magnifique. La nouvelle de son décès a été un choc. Ses frères et sœurs ont publié des messages émouvants en ligne, se souvenant d'elle comme d'une personne gentille, passionnée et aventureuse. Le personnel du parc fut également profondément affecté. Jeff Bradybo, le surintendant de Zion, a déclaré que Savannah était considérée comme faisant partie de leur communauté. Il a présenté ses condoléances à sa famille et à ses collègues, reconnaissant la douleur qu'il traversait. Malgré ce qui s'est passé, le sentier est resté ouvert. Les responsables du parc ont continué à examiner si quelque chose pouvait être fait pour réduire les dangers. Pendant ce temps, l'histoire de la chute de Savannah a rappelé à tous à quel point ce sentier pouvait être risqué, même pour ceux qui y étaient habitués. Sa famille, dévastée, a pris le temps de réfléchir à sa vie courte mais significative. Ils se sont souvenus de son amour pour la randonnée, de son énergie et de sa détermination. Et bien que rien ne puisse défaire ce qui s'était passé, ils espéraient que le partage de son histoire pourrait aider à maintenir la sécurité des autres. Le parc national de Zion, autrefois un lieu d'excitation pour Savannah, était devenu un lieu de chagrin pour ceux qui la connaissaient. Sa perte a laissé un impact profond, un impact qui persiste toujours chez ses amis, sa famille et la communauté du parc. Azaria Chantel Lorraine Chamberlain est née le 11 juin 1980. Sa famille campait à Ayers Rock, désormais connu sous le nom d'Uluru, dans le territoire du Nord. Azaria a disparu de la tente familiale alors qu'elle n'avait que 9 semaines. Ses parents Lindy et Michael Chamberlain ont déclaré qu'un dingo l'avait emportée. 3 personnes ont également affirmé avoir entendu les pleurs d'Azaria la nuit où elle a disparu du campement familial à Uluru. Lindy Chamberlain a ajouté qu'elle avait vu un dingo sortir de la tente et des traces de dingo ont été retrouvées autour et à l'intérieur de celle-ci.
De grandes quantités de sang appartenant à Azaria ont été découvertes sur le matelas de la tente, sur d'autres objets, près du panier où elle dormait et à côté des traces de dingo. Cela s'est produit dans la nuit du 17 août 1980. Une fois l'alerte donnée, des pisteurs aborigènes et blancs ont suivi les empreintes du dingo qui se sont ensuite mêlées à des empreintes humaines sur la route. Ils ont découvert des traces de traînées dans le sable et deux creux peu profonds où quelque chose semblait avoir été déposé, probablement lors d'un repos du dingo. Ces creux présentaient l'empreinte d'un vêtement en tricot avec de petites taches sombres à proximité, soupçonnées d'être du sang. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances inhabituelles et suspectes de cet événement. Cette première enquête, menée du 15 décembre 1980 au 20 février 1981, n'était que la première d'une longue série concernant la mort d'Azaria. L'enquêteur Dennis Barrett a conclu qu'un dingo avait bien enlevé et causé la mort d'Azaria. Les Chamberlain ont été déclarés non impliqués dans la disparition de leur enfant. Cependant, des rumeurs ont rapidement circulé, alimentées en partie par certains membres des médias et des forces de l'ordre. Bien que la première enquête ait conclu à une attaque de dingo et critiqué la police pour son manque de professionnalisme, certains policiers refusaient d'accepter cette théorie. Ils estimaient que leurs preuves incriminant les Chamberlain étaient plus convaincantes. Blessés par les conclusions du coroner, certains policiers ont décidé de rétablir la vérité selon leur point de vue. 8 mois plus tard, une opération nationale baptisée Opération Ocre fut lancée, au cours de laquelle la police perquisitionna la maison des Chamberlain et saisit de nombreux objets. Les témoins oculaires furent également recontactés par la police pour de nouvelles déclarations. Rapidement, il devint évident où se dirigeait l'enquête. Lorsque les témoins mentionnaient ce qu'ils avaient vu ou entendu, la police leur intimait de ne pas parler de dingo, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une enquête pour meurtre. Les conclusions de la première enquête furent annulées et la seconde enquête décida, sans apporter de nouvelles preuves, que les Chamberlain devaient être jugés. Lindy Chamberlain fut alors accusée de meurtre et Michael Chamberlain de complicité. Leur procès débuta le 13 février 1982 à Darwin avec le juge Muirhead et un jury. Les médias couvrirent le procès avec un fort biais négatif à l'encontre des Chamberlain. Une des affirmations les plus choquantes fut que les dingos n'attaquaient pas les humains. Le procureur, Ian Barker QC, aurait qualifié les marques de traînées de diversion et se concentra principalement sur les taches de sang découvertes dans la voiture familiale. Le 29 octobre 1982, le jury déclara les deux parents coupables. Lindy Chamberlain fut reconnue coupable du meurtre de son bébé sur la base de l'hypothèse selon laquelle elle lui aurait tranché la gorge dans la voiture familiale avant de cacher le corps dans un étui de caméra. Les preuves incluaient une combinaison tachée de sang retrouvée près du lieu de disparition et un rapport médico-légal suggérant la présence d'hémoglobine fœtale. Lindy Chamberlain fut condamnée à la prison à vie le 19 octobre 1982. Michael Chamberlain fut, quant à lui, condamné à 18 mois de prison, mais la peine fut suspendue pour qu'il puisse s'occuper de leurs deux enfants, Aidan et Reagan. Les Chamberlain firent plusieurs appels, mais tous furent rejetés, y compris par la Haute Cour. Un tournant décisif survint en 1986, lorsqu'une veste appartenant à Azaria fut retrouvée dans une zone abritant de nombreux terriers de dingos. Cette découverte entraîna la libération immédiate de Lindy. Le 15 septembre 1988, la Cour d'appel du Territoire du Nord annula toutes les condamnations contre Lindy et Michael. Une troisième enquête, en 1995, rendit un verdict ouvert. Lors d'une quatrième enquête, le 12 juin 2012, la coroner Elizabeth Morris conclut qu'un dingo avait bien emporté Azaria et causé sa mort. Après sa libération, Lindy Chamberlain reçut une indemnité de 1,3 million de dollars pour emprisonnement injustifié et un certificat de décès rectifié fut délivré. En 2014, une belle soirée s'annonçait au Skukuza Golf Course, situé dans l'immensité du parc national Kruger. Jacques Van der Sant, un homme de 29 ans ayant un amour profond pour la nature, était revenu dans le parc de son enfance pour rendre visite à ses parents qui y travaillaient. Alors que Jacques et un ami jouaient au golf, leur rire résonnait à travers l'étendue verdoyante. Jacques n'était pas étranger à l'aventure. Ayant grandi dans la beauté du parc national Kruger, il avait développé une profonde appréciation pour les merveilles de la nature. Ses parents, Schalk et Loretta Van der Sant, avaient consacré leur vie à la préservation du parc, inculquant à Jacques un profond respect pour la nature qui l'entourait. Jacques et son ami jouaient au golf jusqu'à ce qu'il soit temps de récupérer des balles de golf dans le lac Panic pour continuer leur partie. Bien qu'il y ait des avertissements, Jacques et son ami devinrent curieux de savoir combien de balles de golf ils pouvaient récupérer dans le lac.
Ignorant les avertissements contre la baignade dans les barrages et les rivières du parc, il s'est aventuré dans les bas-fonds, suivi de son ami. Peut-être la nostalgie de sa jeunesse ou l'excitation du moment l'ont-ils poussé à entrer dans l'eau, inconscient des dangers qui se cachaient sous la surface. Pendant ce temps, à l'insu de Jacques, un prédateur rôdait dans les profondeurs du lac Panique. En un instant, la tranquillité de la soirée a été brisée alors que le crocodile a surgi, ses mâchoires puissantes se refermant sur la poitrine de Jacques avec une force écrasante. L'attaque fut rapide et impitoyable, entraînant Jacques sous la surface dans un tourbillon d'eau agité. Paralysé par le choc, son ami ne put qu'assister, horrifié, à la disparition de Jacques dans les profondeurs boueuses. L'air de la nuit a été déchiré par les cris frénétiques du compagnon de Jacques, le son résonnant dans le calme du parc. Rapidement informés de la tragédie en cours, les rangers sont intervenus, leurs projecteurs perçant l'obscurité alors qu'ils fouillaient les eaux à la recherche de Jacques. Ils ont exploré les profondeurs pendant des heures, le cœur lourd d'appréhension à mesure que les minutes s'écoulaient. Enfin, une lueur d'espoir est apparue. La silhouette du crocodile, sa victime piégée dans son étreinte mortelle. Avec détermination, les rangers ont visé, leurs fusils résonnant alors qu'ils cherchaient à libérer Jacques des mâchoires de la mort. Alors que le corps sans vie de la créature refaisait surface, l'étendue totale de la tragédie devenait évidente. Autrefois plein de vie et de vitalité, Jacques Van der Sant était devenu une autre victime de la nature impitoyable. Son corps a été retrouvé sans aucun signe de mutilation, excepté les marques de dents présentes sur son torse et son dos. Sa mort prématurée a choqué la communauté soudée du parc national Kruger, laissant derrière elle tristesse et chagrin au sein de sa famille et de ses amis. À la suite de cet incident terrifiant, les spéculations allaient bon train quant à ce qui avait conduit à la mort de Jacques. Certains ont pointé du doigt le mépris imprudent des règlements du parc, citant l'interdiction de nager dans les barrages et les rivières comme une indication claire des dangers cachés sous la surface. D'autres ont remis en question l'efficacité de la gestion du parc, soulevant des préoccupations concernant les animaux prédateurs près des zones de loisirs. Et si Jacques avait tenu compte des avertissements contre la baignade dans les barrages et rivières du parc, choisissant de profiter du terrain de golf à une distance sûre plutôt que de s'aventurer dans les eaux sombres et dangereuses, aurions-nous pu éviter cette tragédie terrifiante et dévastatrice qui a marqué tous ceux qui l'ont connue ? Le lundi 14 septembre 2015, un groupe de 7 randonneurs a entrepris d'explorer le canyon de Keyhole dans le parc national de Zion. Cette aventure, selon les estimations habituelles, aurait dû durer entre 1 et 4 heures. Le groupe était composé d'adultes âgés de 40 à 50 ans, la plupart résidant en Californie. Selon les rapports, les membres du groupe étaient Mark Mackenzie, Linda Arthur, son mari Steve, Gary Favela, Muku Reynolds, Robin Broom et Don Teichner. Certains d'entre eux avaient suivi un cours d'initiation au canyoning avant la randonnée, d'autres se connaissaient par le biais d'un club de randonnée à Valencia, en Californie. Ensemble, ils possédaient suffisamment d'expérience pour entreprendre cette randonnée un jour normal. Cependant, ce jour de septembre, qui semblait au départ tout à fait ordinaire, avait quelque chose de bien différent en réserve pour les randonneurs. 2 heures après midi, les autorités ont été contraintes de fermer tous les canyons des environs à cause d'un orage imprévu qui a déclenché des crues soudaines. Bien que les gardes du parc mettent régulièrement en garde les randonneurs contre les risques d'inondation en période de mousson, ce groupe a choisi de s'aventurer dans le canyon malgré ces avertissements. La raison de leur décision n'est pas clairement établie, mais il se peut qu'elle soit due au fait que les permis pour le Keyhole Canyon étaient très convoités, car seuls 80 visiteurs sont autorisés à s'y rendre par jour. Le canyon de Keyhole est un terrain essentiellement désertique et il n'y avait aucun moyen pour les gardes de les atteindre à temps pour les prévenir du danger imminent. Le torrent est passé au-dessus de leur tête en quelques instants et les a emportés sur des kilomètres en aval. La situation désastreuse du groupe n'aurait peut-être jamais été connue si 3 autres randonneurs ne les avaient pas croisés plus tôt au cours de leur propre randonnée. Lors de cette rencontre fortuite, les 3 randonneurs ont aidé le groupe à prendre une photo de groupe, une image qui allait tragiquement devenir la dernière qu'ils partageraient jamais. Les 3 randonneurs, qui avaient échappé de peu aux crues soudaines, ont alerté les gardes du parc au sujet des 7 randonneurs lorsqu'ils sont revenus à la base. Forts de cette information cruciale, les gardes forestiers ont cherché à localiser les véhicules des randonneurs pour vérifier s'ils étaient revenus. Cependant, lorsque les gardes forestiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que les véhicules étaient toujours là, mais leurs propriétaires étaient introuvables. Normalement, une opération de recherche et de sauvetage aurait dû être mobilisée immédiatement pour localiser les randonneurs disparus.
Cependant, il a été jugé trop dangereux de lancer une telle opération en raison de la tempête qui faisait encore rage. Quelques heures plus tard, les équipes de recherche et de sauvetage, aidées par des chiens spécialement entraînés, ont commencé à passer au peigne fin plusieurs kilomètres de la zone. Elles ont cherché des traces des randonneurs, qu'il s'agisse de leurs restes ou d'indices montrant que l'un d'entre eux avait peut-être réussi à survivre à cette épreuve. C'est finalement ce qui s'est passé. En l'espace d'une semaine, les corps de chacun des 7 randonneurs ont été retrouvés à différents endroits du canyon, confirmant que la crue soudaine leur avait bel et bien coûté la vie. La nouvelle de leur décès a profondément bouleversé leur famille, ainsi que les communautés locales de randonneurs auxquelles certains d'entre eux appartenaient. Plusieurs mois plus tard, un banc commémoratif a été érigé au Topanga State Park pour honorer la mémoire des randonneurs qui ont perdu la vie dans ce tragique incident. En plus de ce mémorial, des cérémonies et des hommages ont eu lieu dans leur ville natale, soulignant la perte tragique de ces amoureux de la nature. Des initiatives ont également été prises pour sensibiliser davantage les randonneurs au danger des crues soudaines et à l'importance de suivre les avertissements météorologiques afin de prévenir de futures tragédies similaires. Les 7 randonneurs resteront dans les mémoires comme des aventuriers courageux, victimes d'un caprice brutal de la nature. Le dimanche 19 mai 1996, Julie Williams, 24 ans, et sa partenaire Laura Lolly Winans, 26 ans, entrent dans le parc national de Shenandoah, dans l'État de Virginie. Ces 2 amoureuses de la nature étaient en pleine randonnée pour célébrer une bonne nouvelle. Julie venait de décrocher un nouveau travail qu'elle devait commencer le 1er juin 1996 à Lake Champlain dans le Vermont. Mais Julie ne put jamais commencer ce travail. C'est en effet à cette date que la police découvrit les corps sans vie de Julie et Lolly. Que leur était-il arrivé ? Julie et Lolly arrivent dans le parc national de Shenandoah le 19 mai 1996, accompagnés de leur fidèle chien, un Golden Retriever nommé Taj. Elles commencent leur randonnée sur le sentier de White Oak Canyon, une route difficile qu'elles doivent finalement abandonner quelques jours plus tard à cause de la pluie. Le 24 mai, jour où elles sont aperçues pour la dernière fois, Julie et Lolly font du stop avec un garde forestier et renouvellent leur permis de camping avant de poursuivre leur aventure. Elles gravissent ensuite Hawksbill, la montagne la plus haute de Shenandoah. Ce soir-là, les 2 femmes campent près d'un ruisseau non loin du célèbre Appalachian Trail. Elles avaient avec elles un appareil photo qu'elles utilisaient pour immortaliser leur périple. Toutes 2 passionnées par la nature, Julie et Lolly connaissent bien les règles du parc et veillent à les respecter. Ainsi, elles installent leur campement à l'écart des sentiers balisés, des chemins carrossables et des zones aménagées. Elles ne sont cependant pas trop éloignées de la civilisation. Leur campement se trouvait à seulement 1 kilomètre du Skyland Lodge, un lieu de rassemblement très prisé. De plus, c'était le week-end après le Memorial Day, ce qui signifiait que le lodge devait être bondé de touristes. Cela n'est pas surprenant qu'elles respectaient les règles. À 26 ans, Lolly Winans étudiait pour devenir guide en milieu sauvage. Elle aimait profondément la nature et pensait que les gens pouvaient se retrouver en pleine nature comme elle l'avait fait. Julie Williams, quant à elle, âgée de 24 ans, se préparait à devenir géologue. Le couple s'était rencontré 2 ans auparavant au sein d'une organisation à but non lucratif proposant des aventures en plein air et des programmes éducatifs pour les femmes. Le 31 mai, une semaine après la dernière fois où le couple avait été vu, le père de Julie, Thomas Williams, signale la disparition de sa fille. Les gardes forestiers sont alertés et lancent une recherche pour retrouver les 2 femmes. La première chose qu'ils trouvent est la voiture de Julie et Lolly. Les gardes forestiers se mettent alors à fouiller en hâte tous les sentiers adjacents, mais ils ne trouvent que Taj, le Golden Retriever du couple, errant dans le parc sans laisse. Il devenait alors de plus en plus évident qu'un événement tragique avait frappé Julie et Lolly. Les 2 femmes ne furent retrouvées que le soir suivant, le 1er juin, jour où Julie devait commencer son nouveau travail. Les gardes forestiers trouvèrent leurs corps sans vie toujours sur leur campement, près du Bridle Trail, un des sentiers les moins fréquentés du parc. Julie Williams et Lolly Winans avaient été ligotées, bâillonnées, puis brutalement assassinées. L'enquête sur leur meurtre fut menée par des agents spéciaux du National Park Service, en collaboration avec le FBI. Les enquêteurs se servirent de l'appareil photo du couple pour retracer leurs derniers jours dans le parc jusqu'au 24 mai. La scène de crime fut traitée par le FBI avec l'aide de l'unité des scènes de crime de la police de l'État de Virginie. Ils conclurent que Julie et Lolly avaient également été agressées sexuellement. Le National Park Service et le FBI lancèrent une recherche à l'échelle nationale pour retrouver le tueur en suivant environ 15 000 pistes, mais aucune d'entre elles n'aboutit. 1 an plus tard, lorsqu'une touriste canadienne fut menacée par un homme dans le parc, les enquêteurs crurent avoir retrouvé le meurtrier de Julie et Lolly, d'autant plus qu'ils trouvèrent des attaches pour mains et jambes cachées dans la voiture de l'homme.
Darrell David Rice, qui avait des antécédents de comportement violent envers les femmes, devint un suspect potentiel. Selon les documents de l'accusation, il m'était devenu un suspect pour plusieurs raisons, notamment les parallèles évidents de localisation géographique, le comportement prédateur observé et le fait qu'il ciblait exclusivement des victimes féminines. Des enregistrements vidéo le montrent entrant dans le parc le 25 mai 1996. Rice avait également déclaré qu'il croyait que Julie et Lolly méritaient de mourir en raison de leur orientation sexuelle. Tout semblait indiquer que Rice était leur meurtrier. Mais l'accusation s'effondra en 2003 lorsque des analyses ADN effectuées sur un cheveu retrouvé sur la scène du crime révélèrent qu'il n'appartenait ni à Rice ni aux victimes. 3 décennies après, en 2024, des technologies avancées d'analyse ADN permirent de conclure que Walter Leo Jackson était l'auteur du meurtre de Julie Williams et Lolly Winans. Jackson, un violeur en série condamné, était décédé en prison 6 ans plus tôt, en 2018. Le mont Tewinot est l'un des nombreux endroits du parc national de Grand Teton où de nombreux amateurs de randonnée se rendent habituellement. Parmi ceux attirés par ce défi se trouvaient Tyler Strandberg, Catherine Nix et Rebecca Anderson, 3 amis partageant une passion commune pour la randonnée et les activités de plein air. Le 22 août 2015, elles décidèrent de gravir cette structure naturelle de 12 300 pieds, connue pour être le 6e sommet le plus haut de la chaîne des Tétons. Selon les rapports, le trio n'était pas novice en matière d'escalade et avait déjà affronté plusieurs autres montagnes par le passé. Lorsqu'elles entreprirent leur ascension par la face et du mont Tewinot sans utiliser de corde, elles devaient se sentir confiantes et peu préoccupées par d'éventuels incidents. Il était également connu que la zone choisie pour grimper était classée 4.0 sur l'échelle de difficulté. Cette classification indique que, bien que de bonnes compétences en orientation, une expérience de l'alpinisme et de la prudence soient nécessaires, la zone n'est pas considérée comme hautement technique par les autorités du parc. Cependant, alors que le trio gravissait la montagne, elles perdirent de vue le sentier officiel. Un problème fréquent pour ceux qui avaient déjà emprunté cette route. Elles se retrouvèrent bientôt bien loin du chemin prévu, dans une zone beaucoup plus technique et dangereuse. Alors qu'elles tentaient de retrouver leur chemin, l'inattendu se produisit. Tyler et Catherine glissèrent d'une corniche et chutèrent de 200 pieds. Rebecca, restée seule, confuse et paniquée, ne pouvait ni continuer son ascension ni redescendre car elle se trouvait piégée sur une corniche précaire. Après un moment, elle prit l'initiative de contacter le centre de dispatch d'urgence avec son téléphone portable qu'elle avait encore avec elle. Elle leur rapporta l'incident, expliquant qu'elle avait essayé d'appeler ses amis sans obtenir de réponse, ce qui la poussa à craindre le pire. À la suite de son signalement, 3 rangers furent envoyés par voie aérienne à l'endroit où Tyler et Catherine auraient chuté. À leur arrivée, ils découvrirent que le pire s'était effectivement produit comme Rebecca le redoutait. Tyler et Catherine furent retrouvés inanimés, gisant sur la roche dure avec leur corps gravement mutilés. Il était évident qu'elles avaient perdu la vie sur le coup. Après consultation avec le directeur médical du parc, les rangers les déclarèrent mortes sur place. Ne pouvant plus rien faire pour Tyler et Catherine, les rangers concentrèrent leurs efforts sur le sauvetage de Rebecca, toujours coincée sur une corniche. 2 des 3 rangers, répondant à l'appel, escaladèrent un terrain escarpé et technique pendant environ 1 heure pour l'atteindre à une altitude de 11 300 pieds. Une fois arrivés auprès de Rebecca, ils la préparèrent pour l'évacuation et elle fut finalement ramenée en sécurité par l'un des rangers. Pendant ce temps, le ranger restant descendit en rappel pour rejoindre son collègue à l'endroit où se trouvaient les corps de Tyler et Catherine. Leurs dépouilles furent ensuite évacuées vers le bureau du coroner et récupérées par leurs proches. Il fut révélé plus tard que l'ascension de la montagne faisait partie de la liste de souhaits estivaux de Catherine avant son départ prévu pour New York en septembre, où elle comptait poursuivre un doctorat en psychologie de l'enfant à l'université de Pace. Cette aventure fut le dernier souhait qu'elle tenterait de réaliser, entraînant la perte de sa vie ainsi que celle de son ami Tyler. En hommage à leur disparition, la famille de Catherine lui rendit hommage de diverses manières. Son frère honora sa mémoire en courant à sa place lors du marathon de New York quelques mois après l'accident. De plus, un ami termina la course du Leadville Trail de 100 miles, une épreuve à laquelle Catherine et Tyler avaient précédemment participé. Au cœur du célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud, Roland Kohler, un touriste suisse, entama un voyage rempli d'anticipation et d'émerveillement. C'était une matinée fraîche de novembre 2019 lorsque Kohler, médecin anthroposophique dévoué, et sa femme partirent pour une aventure en safari à travers l'immense étendue sauvage du parc. Roland Kohler, un homme d'intellect et de curiosité, avait consacré sa vie à la poursuite de la connaissance et de la guérison. En tant que médecin anthroposophique, il adoptait une approche holistique de la médecine.
considérant chaque patient comme un ensemble complexe d'esprit, de corps et d'âme. Sa nature compatissante le rendait cher à tous ceux qui croisaient son chemin et sa soif d'aventure l'attira vers la beauté du parc national Kruger. Avec le soleil commençant à peine à se lever à l'horizon, le couple naviguait sur les routes sinueuses entre les camps de Mopani et Chingwezi, le cœur rempli d'excitation à l'idée de rencontrer la majestueuse faune du parc. Ils ignoraient que leur aventure allait bientôt prendre une tournure tragique. Alors qu'ils prenaient un virage, un convoi de taxis minibus passa en trombe, leur conducteur apparemment inconscient de la limite de vitesse de 48 km/h affichée. Les témoins se souvinrent plus tard des taxis dévalant la route avec un abandon imprudent, laissant une traînée de poussière et d'incertitude dans leur sillage. Au milieu de cette scène chaotique, le destin intervint de la manière la plus inattendue. Un girafon, innocent et sans méfiance, erra sur la route, ignorant le danger imminent. Avec un fort crissement de pneus, la tragédie se produisit lorsqu'un des taxis en vitesse heurta la gentille créature, la projetant sur la voie du véhicule de safari de Colère. L'impact fut catastrophique. La girafe massive de 18 pieds et 740 kilos s'écrasa sur le toit du camping-car de Colère avec une force écrasante, brisant la sérénité du matin et changeant le cours de leur vie à jamais. Le véhicule fut gravement endommagé et Colère subit des blessures critiques tandis que sa femme ne fut que légèrement blessée. Au total, 4 personnes, dont Colère et sa femme, furent de blessés dans l'incident. Au milieu du chaos, les services d'urgence se précipitèrent sur les lieux, leurs sirènes hurlant dans une urgence désespérée. Les ambulanciers travaillèrent sans relâche pour stabiliser Colère, ses blessures graves et son avenir incertain. Avec une blessure à la tête et une fracture mandibulaire, sa vie ne tenait qu'à un fil. Alors qu'il fut transporté par avion à la clinique Nelspruit Mediclinic pour des soins médicaux urgents. Cependant, malgré les efforts des professionnels de santé, la bataille de Roland Colère pour survivre allait bientôt prendre une fin tragique. Quelques jours plus tard, le 13 novembre 2019, Colère succomba à ses blessures à l'hôpital Netcar Milpark de Johannesburg. Son décès choqua la communauté soudée des voyageurs et aventuriers qui avaient croisé son chemin dans l'étendue du parc national Kruger. À la suite de cet incident dévastateur, les autorités lancèrent une enquête sur les circonstances entourant la mort de Colère. Initialement, un cas de conduite imprudente fut ouvert contre le chauffeur du minibus. Ses actions furent de considérer comme le catalyseur des événements ayant conduit à la tragédie. Cependant, avec la mort de Colère, l'accusation fut portée à l'homicide involontaire. San Parks, gardien du parc national Kruger, rappelèrent aux visiteurs de faire preuve de prudence et de respecter la faune qui appelait le parc leur maison. Avec l'application des amendes pour excès de vitesse et les caméras de surveillance prêtes à surveiller les routes, le message était clair, il n'y a pas de seconde chance dans le royaume de la nature. Au milieu des réflexions et des rappels, des questions persistaient dans l'esprit de ceux qui avaient été témoins de la tragédie. Et si les taxis avaient respecté les limites de vitesse? Et si la girafe n'avait pas été là en premier lieu? Trevor Holminski, un jeune homme de 20 ans passionné par la nature, avait un amour profond pour le plein air. Son documentaire, à Blue Crow, mettait en avant ses compétences en survie dans la nature. Juste avant de rejoindre les Marines, Trevor souhaitait vivre une dernière aventure. En août 2015, il planifia donc un voyage de camping avec son ami Sheldon Stewart. Ils se rendirent tous deux au lac Bucks, dans le nord de la Californie, impatients de passer des journées à randonner et explorer. La mère de Trevor, Allison, se souvenait à quel point il était heureux à l'idée de ce voyage, totalement inconscient de la tragédie à venir. Trevor et Sheldon installèrent leur camp au lac Bucks, profitant des magnifiques paysages qu'offrait l'endroit. Cependant, à la tombée de la nuit, leur comportement devint étrange après avoir consommé du LSD et de la marijuana. Les événements de cette nuit tragique allaient avoir des conséquences dévastatrices, choquant toute la communauté. Au fil de la nuit, l'attitude de Trevor et Sheldon devint de plus en plus bizarre. Ils errèrent autour du campement, leur sens engourdi par les drogues. Les détails exacts de ce qui s'est passé cette nuit-là restent du flou, mais il est clair qu'une altercation éclata. Sheldon affirma plus tard que Trevor l'avait attaqué, mais les preuves suggéraient une situation bien plus complexe. Dans la matinée du 22 août 2015, des pompiers, présents pour éteindre un feu de broussailles au lac Bucks, firent une découverte terrifiante. En tentant de maîtriser les flammes, ils trouvèrent Sheldon gravement blessé avec plusieurs plaies au cou. Non loin de là, un corps brûlé fut découvert dans le foyer du feu de camp, encore fumant. L'enquête venait de commencer, mais il était évident qu'un événement tragique et sinistre s'était produit au lac Bucks. Alors que les détectives commençaient à interroger Sheldon, il raconta une histoire effrayante sur les événements de la nuit précédente.
Cependant, en poursuivant leur enquête, ils découvrirent de nombreuses incohérences dans son récit, ce qui les amena à découvrir la vérité. Au fur et à mesure de l'enquête, les détectives réalisèrent que le corps brûlé dans le foyer était celui de Trevor. L'autopsie révéla qu'il avait été poignardé à plusieurs reprises avant d'être incendié. Avec ces nouvelles preuves, le récit de Sheldon commença à paraître douteux, et il devint rapidement le principal suspect du meurtre de Trevor. Les détectives continuèrent à interroger Sheldon, mais son alibi ne tenait pas debout. Il affirmait que Trevor l'avait attaqué, mais les preuves racontaient une autre histoire. Les blessures au cou de Sheldon semblaient auto-infligées, et le couteau utilisé pour tuer Trevor fut retrouvé enterré près du campement avec le portefeuille et la carte d'identité de Trevor. À mesure que les preuves s'accumulaient, l'histoire de Sheldon commença à changer. Alors que le dossier contre lui se renforçait, Sheldon fut accusé du meurtre de Trevor. Au cours du procès, Sheldon prétendit que Trevor avait fait des avances romantiques non désirées qu'il avait rejetées, ce qui aurait conduit à une violente altercation. Cependant, l'accusation ne crut pas à cette version des faits, arguant que le récit de Sheldon était incohérent et peu crédible. Le procureur mentionna que les avocats de Sheldon soutenaient qu'il était sous l'influence du LSD et qu'il avait agi en état de légitime défense. Pourtant, le procureur affirma que les preuves démontraient le contraire. Finalement, Sheldon avoua avoir causé la mort de Trevor, affirmant que Trevor lui avait demandé de mettre fin à ses souffrances. Ce que cela signifiait exactement reste flou. Les détails précis de cette nuit demeurent incertains. Mais Sheldon fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'incendie criminel. Le verdict du jury fut clair, Sheldon fut déclaré coupable et condamné à 26 ans de prison à perpétuité pour ses crimes. Jethal Agni-Hothry décide de visiter le parc national de Zion avec 2 de ses amis pour une randonnée dans les Narrows. Elle adore passer du temps en plein air, mais ne peut le faire fréquemment en raison de sa vie trépidante de jeune chercheuse prometteuse au département d'hydrologie et des sciences atmosphériques de l'Université d'Arizona. Tout bien considéré, elle voyait cette randonnée comme un moyen idéal de se détendre et de se ressourcer après de longues heures de travail stressant. Elle espérait ainsi évacuer le stress universitaire avant de commencer le semestre d'automne à l'Université d'Arizona. Cependant, alors que Jethal et ses amis se préparaient à commencer leur randonnée, les responsables du parc de Zion ont émis plusieurs alertes de crues soudaines. Étant donné que la randonnée à travers les Narrows implique de traverser le lit de la Virgin River à certains endroits, la perspective d'être pris dans la rivière lors d'une crue soudaine était potentiellement mortelle et très dangereuse. Quoi qu'il en soit, Jethal a décidé de poursuivre la randonnée comme prévu. Pendant ce temps, ses amis ont choisi l'option plus sage de rester en arrière, préférant ne pas risquer leur sécurité. Ils ont tous prévu de se retrouver sur le parking du centre d'accueil des visiteurs plus tard dans la soirée, après avoir chacun profité de leur journée. Pendant la randonnée, la crue éclair a frappé soudainement, transformant en quelques minutes les laves sèches et les surfaces rocheuses lisses des Narrows en une dangereuse rivière d'eau et de débris en mouvement rapide. Malheureusement, Jethal, qui ne savait pas nager, a été emporté par la crue avec un groupe d'autres randonneurs. Peu après la crue soudaine, les gardes du parc ont été informés que des randonneurs avaient été emportés par les eaux. Ils ont rapidement organisé une équipe de sauvetage pour leur venir en aide. Un randonneur blessé a été découvert en aval à plusieurs centaines de mètres sur la Virgin River et a été immédiatement transporté à l'hôpital. Plusieurs autres randonneurs se sont retrouvés bloqués sur des terrains élevés entourés d'eau, mais ils ont été escortés en toute sécurité jusqu'à la terre ferme une fois que le niveau de l'eau a baissé. Les gardes forestiers ont ensuite interrogé les visiteurs du parc, leur demandant s'il manquait quelqu'un dans leur groupe. Lorsque personne n'a donné d'informations sur une personne disparue, ils ont cru que tout le monde avait été retrouvé. Cependant, quelques heures plus tard, Jethal a été portée disparue, probablement par ses amis, lorsqu'elle n'est pas apparue au point de rendez-vous convenu. Cela a déclenché un effort de recherche immédiat impliquant une équipe de sauveteurs rapides, formés à l'eau, des chiens de recherche et plus de 170 intervenants d'urgence. Le premier jour des recherches, Jethal n'a pas été retrouvé. Alors que les recherches se poursuivaient, la famille de Jethal, qui s'était déplacée pour participer aux recherches, attendait avec impatience toute nouvelle concernant sa localisation. Le frère de Jethal s'est même entretenu avec des médias, se disant choqué par la soudaineté des inondations et déplorant l'angoisse de la famille de ne pas savoir ce que Jethal vivait. Le même jour, une vidéo diffusée par un média montrait au moins 2 personnes s'accrochant désespérément à des morceaux d'arbres tombés au sol emportés par la crue soudaine. L'une des personnes ressemblait à Jethal, bien que la vidéo n'ait pas permis de le confirmer à 100%.
Lorsque le frère de Getal a été interrogé à ce sujet, il a exprimé sa profonde inquiétude quant à la possibilité que ces images glaçantes aient capturé les derniers instants de sa sœur. Les recherches se sont poursuivies le deuxième jour, les secouristes parcourant avec soin les zones où Getal aurait pu être emporté par l'inondation. Ils ont concentré leurs efforts sur les sections profondes et à fort débit de la rivière, ainsi que sur les zones où la végétation est dense et où il y a des embâcles. Cependant, ce n'est qu'au 4e jour des recherches que Getal a finalement été découverte. Elle a été retrouvée à 6 km au sud des Narrows, déjà décédée, une triste réalité confirmée plus tard par un médecin légiste. À la suite du décès de Getal, les hommages se sont multipliés pour honorer sa mémoire. Son université l'a décrite comme gracieuse, humble et dévouée, tandis qu'un ami proche s'est souvenu d'elle comme de la personne la plus merveilleuse et a loué sa gentillesse envers tout le monde. Un service funéraire a été organisé pour Getal le jeudi 25 août 2022 à Metcalf Mortuary à Street George dans l'Utah. Des collègues et des amis ont partagé des souvenirs et des histoires, soulignant à quel point elle était une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissaient. Son amour pour la nature et sa passion pour la science resteront à jamais gravés dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de la connaître. Le 29 août 2018. Diana Bobber était une randonneuse passionnée de 55 ans, originaire de Gresham dans l'Oregon. Ce mercredi-là, la petite femme décida de partir seule pour une randonnée sur le Hunchback Trail, l'un des sentiers les plus populaires de la forêt nationale du mont Hood, en Oregon. La plupart des membres de la famille de Diana vivaient hors de l'État, mais ils restaient en contact avec elle. Malgré sa petite taille, Diana était indépendante et effectuait seule des randonnées plusieurs fois par semaine. Ce n'était pas vraiment une survivaliste et elle ne transportait pas de tente dans son sac à dos, mais elle débordait de vie et d'idées, une véritable amoureuse de la nature. Comment aurait-elle pu savoir que cette randonnée serait sa dernière ? Munie de son sac à dos et de son énergie, Diana entama sa randonnée. Elle gara sa voiture au pied du mont Hood et commença sa marche pour la journée. Mais elle ne revint jamais. Le lendemain, le 30 août, 2 randonneurs trouvèrent le sac à dos de Diana Bobber. Il avait été abandonné et il n'y avait aucune trace de sa propriétaire, petite et rousse. Les 2 randonneurs signalèrent leur découverte. Quelques jours plus tard, la famille de Diana, vivant hors de l'État, signala sa disparition. La dernière fois qu'ils avaient eu de ces nouvelles remontait au 29 août. Ils craignaient que Diana soit en danger, voire pire. Les membres de sa famille décidèrent de prendre l'avion pour l'Oregon depuis la Virginie et le Texas pour se retrouver ensemble. La voiture de la femme fut retrouvée à la station des gardes forestiers de Zigzag. Les équipes de secours retrouvèrent Diana Bobber le lundi 10 septembre 2018. Elle était décédée. Son corps fut découvert au fond d'un ravin, à environ 300 pieds, en contrebas du Hunchback Trail, à environ 1 kilomètre de l'endroit où elle avait garé sa voiture le 29 août. Mais comment est-elle morte ? L'autopsie révéla des découvertes choquantes. Diana Bobber avait le cou brisé, mais elle avait également plus d'une douzaine de blessures par perforation à la nuque. Ses mains étaient aussi blessées. Ces blessures correspondaient à une attaque animale et plus précisément à une attaque de cougar. Selon la sœur de Diana, celle-ci avait tenté de repousser l'animal avec un objet pointu, un bâton et du spray répulsif. Les forêts de l'Oregon abritent plus de 6000 cougars, mais ces animaux attaquent très rarement les humains. Alors pourquoi l'animal a-t-il ciblé Diana Bobber ? Pour répondre à cette question, les autorités devaient d'abord capturer l'animal. 4 jours après la découverte du corps, le 14 septembre, une caméra de surveillance captura des images d'un grand cougar. Des chiens pisteurs furent utilisés pour retrouver le gros félin qui fut abattu ce même après-midi près du Hunchback Trail. Le corps du cougar fut envoyé dans le sud de l'Oregon pour être analysé, mais le laboratoire ne put extraire d'ADN à partir des preuves fournies. Cela était dû aux conditions pluvieuses et au temps important écoulé entre la découverte du corps de Diana et la date probable de l'attaque. De plus, les autorités ne purent déterminer pourquoi l'attaque avait eu lieu, étant donné que le cougar n'était ni émacié, ni enragé, ni malade. L'animal n'avait pas eu de petit depuis des années, il n'a donc pas tué Diana Bobber par instinct maternel. Cependant, selon le rapport de la police d'État, toutes les preuves disponibles indiquent que ce cougar en particulier est responsable de la mort de Diana Bobber. Christine Sezinski avait passé des décennies de sa vie en tant que chanteuse d'opéra accomplie, se produisant dans des lieux prestigieux tels que Sydney, Venise et Tokyo. Non seulement elle était une grande chanteuse sollicitée par de nombreux opéras, mais Christine était également une multi-instrumentiste, maîtrisant avec talent le violoncelle et le corps d'harmonie. Cependant, à l'approche de la vieillesse, elle décida d'abandonner sa carrière et de s'installer à Victor, une petite ville située à l'extrême sud-est de l'Idaho.
Là, elle apprit à piloter des planeurs et devint même instructrice, une activité qui renforça son amour profond pour la nature. Le 9 juin 2018, elle entreprit l'un de ses habituels vols dans les airs, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Assis à ses côtés, dans le planeur non motorisé, se trouvait un ami nommé David Ross. Juste avant le décollage, Christine discuta de l'itinéraire prévu avec son pilote de remorquage, dont le nom demeure inconnu. À ce moment-là, rien ne semblait anormal et les conditions de vent étaient qualifiées de calmes. Ils effectuèrent même ensemble les vérifications avant le vol pour s'assurer que tout se déroulerait sans encombre. Finalement, le pilote de remorquage et son avion, accompagnés de Christine et de son planeur, décollèrent depuis un lieu en Idaho. Ils atteignirent bientôt les contreforts du Darby Canyon à 11 500 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec peu de portance à ce moment-là. Pendant tout le vol, le pilote de remorquage resta en communication radio avec Christine alors qu'ils cherchaient ensemble des courants ascendants pour gagner suffisamment d'altitude avant de libérer le planeur. Une fois qu'ils atteignirent une altitude de 13 800 pieds, Christine libéra alors le planeur, laissant le pilote de remorquage retourner à l'aéroport de départ sans incident. Christine était censée atteindre le point d'arrivée prévu dans l'heure suivant la libération du planeur. Cependant, elle n'arriva pas et ne tenta pas non plus de communiquer avec le bureau d'accueil pour donner des nouvelles de sa situation. Une heure après l'heure d'arrivée attendue, le responsable de la réception essaya de la contacter par radio, mais n'obtint aucune réponse malgré plusieurs tentatives. Il attendit un moment, espérant qu'un contact finirait par être établi. Comme cela ne fut pas le cas, le planeur fut déclaré en retard et une alerte fut émise à l'administration fédérale de l'aviation. Mais avant qu'une opération complète de recherche et sauvetage ne soit lancée, le propriétaire du Teton Aviation Center entreprit une recherche privée à l'aide d'un hélicoptère. Guidé par les dernières coordonnées téléphoniques connues de Christine, le planeur fut localisé coincé entre Middle et South Teton au-dessus du lac Iceflow à une altitude d'environ 10 800 pieds. Malheureusement, il était en mauvais état et semblait avoir heurté une crête sur le flanc de la montagne. Le Teton Aviation Center informa alors les autorités du parc de la localisation de l'épave. Une équipe de recherche et sauvetage atteignit par la suite les lieux, confirmant les décès de Christine et de son passager. Grâce à une opération d'hélicoptère avec une ligne longue, les dépouilles furent récupérées et transportées au bureau du coroner. Lorsque le rapport d'accident aérien fut finalement publié, il n'apporta aucune réponse claire, ne faisant qu'approfondir le mystère entourant l'accident. Les enquêteurs ne trouvèrent aucun signe de problème mécanique avant le vol, ni de composants structurels manquants. Ils affirmèrent également que le planeur était en état de navigabilité après avoir vérifié qu'il avait été correctement assemblé et que ses dossiers montraient un entretien adéquat. Il fut plus tard spéculé que Christine aurait pu perdre connaissance pendant le vol, bien que cela n'ait jamais été confirmé par les enquêteurs. Nous étions en février 2014. Amber Marie Bellows, 28 ans, originaire de Salt Lake City, venait d'épouser son mari, Clayton Butler, 2 semaines auparavant. Le couple partageait un amour pour l'aventure, en particulier le saut en base, un sport extrême où les pratiquants sautent de points fixes comme des falaises ou des bâtiments, déployant des parachutes durant leur descente. Bien que le saut en base soit illégal à Zion, le couple s'était rendu sur place spécifiquement pour sauter du mont Kinesava, un sommet imposant connu pour sa chute abrupte et son terrain accidenté. Le mont Kinesava atteint une hauteur de 2220 mètres avec une chute de près de 600 mètres d'un côté. L'ascension était longue et difficile, surtout dans le froid de février, avec de la neige recouvrant une grande partie du sol. Malgré tout, les deux étaient déterminés à effectuer le saut. Vers 16 heures, ils avaient atteint le sommet. Amber, considérée comme qualifiée et expérimentée, se prépara à sauter la première. Clayton observait d'en haut lorsqu'elle s'élança, mais quelque chose tourna immédiatement mal. Son parachute ne s'ouvrit pas comme il aurait dû. Elle continua de chuter rapidement et, avant que Clayton ne puisse réagir, elle avait déjà disparu de sa vue. Clayton sauta après elle, espérant pouvoir aider d'une manière ou d'une autre, mais au moment où il atteignit le bas, il était trop tard. Amber avait chuté sur toute la distance et l'impact fut fatal. Sous le choc et la panique, Clayton entama la longue et difficile descente de la montagne. Il lui fallut environ 4 heures pour atteindre les autorités du parc et signaler ce qui s'était passé. En raison des conditions abruptes et dangereuses, les équipes de récupération n'ont pas pu atteindre le corps d'Amber cette nuit-là. L'obscurité et le paysage accidenté rendaient toute tentative dangereuse. Vers 10 heures le jour suivant, les gardes du parc utilisèrent un hélicoptère pour récupérer
le corps d'Amber. 2 gardes aidèrent à l'élitreiller et la transportèrent jusqu'à une ambulance à proximité. La récupération fut effectuée avec soin et prudence, mais l'issue était déjà connue. Le décès d'Amber marqua la première fatalité de saut en BASE dans le parc national de Zion. Son décès affecta profondément ceux de la communauté de parachutistes et de saut en base de l'Utah. Amber était connue pour son énergie, son enthousiasme et son amour pour ce sport. Ses amis la décrivaient comme quelqu'un dont l'esprit illuminait une pièce. La cause du dysfonctionnement de son parachute ne fut pas immédiatement connue, mais le saut en base est un sport rempli de risques, quelle que soit l'expérience de la personne. Amber le comprenait comme tous les sauteurs, et pourtant, même avec l'entraînement et l'expérience, les accidents arrivent. Et quand ils se produisent, les conséquences peuvent être graves. Malgré les dangers et les restrictions, les gens continuent de sauter dans des endroits comme Zion. Les responsables du parc furent attristés par le décès d'Amber, mais maintinrent la décision de garder le sport interdit dans le parc. Jim Milestone, le surintendant par intérim de Zion à l'époque, a déclaré que le risque est tout simplement trop élevé. La tragédie laissa Clayton faire face à la perte soudaine de sa femme quelques jours seulement après qu'ils aient commencé leur nouvelle vie ensemble. Pour leur communauté, le deuil fut généralisé. Beaucoup de ceux qui connaissaient Amber partagèrent leurs souvenirs d'elle non seulement comme une athlète talentueuse, mais comme une personne gentille et joyeuse. L'histoire d'Amber a laissé une marque durable sur ceux qui ont suivi son parcours. Sa vie et sa fin tragique servent de rappel silencieux de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer dans le monde des sports extrêmes. Dans un endroit aussi beau et impitoyable que Zion, une seule erreur ou défaillance d'équipement peut tout emporter, même pour quelqu'un d'aussi compétent qu'Amber. Une histoire poignante de cupidité, de chagrin et de rétribution s'est déroulée dans le vaste et majestueux paysage du parc national Kruger, où la savane africaine s'étend comme une tapisserie sans fin sous un ciel immense. Au milieu de la diversité de la faune et de la beauté naturelle intacte, les désirs humains se sont heurtés aux dures réalités de la nature, donnant lieu à un drame poignant qui résonne avec les luttes intemporelles de la vie et de la survie. Tout a commencé avec un homme dont le nom s'est depuis perdu dans l'obscurité. Il était un présumé braconnier de rhinocéros, attiré par la promesse du profit et la tentation de richesses faciles. Sa vie avant le parc national Kruger était trouble, enveloppée de mystères et de spéculations. Certains murmuraient un passé trouble, d'autres un présent désespéré, mais la vérité restait insaisissable. Avec lui se trouvaient 4 complices, leurs visages obscurcis par l'obscurité de la nuit alors qu'ils s'aventuraient au cœur de la nature sauvage. Leur objectif ? Chasser le majestueux rhinocéros, une créature dont l'existence même était menacée par la demande insatiable de sa corne. Bien que le braconnage soit illégal, car les rhinocéros sont désormais en danger critique d'extinction, certains voulaient toujours les chasser pour leur prix élevé, allant de 27 000 $ la livre à 1 700 $ l'once. C'est 400 $ de plus que l'or. Il n'est donc pas surprenant que ces braconniers aient voulu obtenir des cornes de rhinocéros. Armés d'armes et motivés par la cupidité, ils traquaient leur proie avec une détermination impitoyable, sans se soucier des conséquences qui les attendaient. Mais la nature, avec son sens de la justice, avait d'autres plans. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le parc, leurs pas résonnant dans la nuit, le destin intervint sous la forme d'un éléphant, un animal imposant dont la rage ne connaissait pas de limite. Avec une soudaineté qui les prit au dépourvu, la créature massive chargea, ses défenses brillant sous la lumière de la lune, alors qu'elle déchaînait sa colère sur les intrus qui osaient pénétrer sur son territoire. Dans le chaos qui s'ensuivit, le présumé braconnier trouva la mort, sa vie éteinte en un instant par la force brute de la colère de la nature. Ses compagnons, saisis de peur et de panique, s'enfuirent dans l'obscurité, abandonnant le corps sans vie de leurs camarades déchus. Mais la vengeance de la nature n'était pas encore complète. Dans les jours qui suivirent, une équipe de recherche fouilla la nature sauvage à la recherche de l'homme disparu. Leurs efforts, entravés par l'immensité du parc et la nature insaisissable de leur proie. Finalement, leur persévérance fut récompensée lorsqu'ils tombèrent sur une scène macabre qui témoignait de l'efficacité brutale de la nature. Parmi les broussailles, ils découvrirent tous les restes du présumé braconnier, nettoyé par une meute de lions dont la faim ne connaissait pas de limite. Tout ce qui restait était un crâne humain et un pantalon. Alors que la nouvelle de la tragédie se répandait, le directeur exécutif du parc, Glenn Phillips, offrit ses condoléances à la famille du défunt, déplorant la perte insensée de vie qui s'était produite. Mais même alors qu'il parlait, les rouages de la justice étaient déjà en marche, car 3 des complices du présumé braconnier furent appréhendés et traduits en justice. Pour eux, comme pour leurs camarades déchus, le prix de leur crime serait payé en totalité. Mais au milieu de la tragédie, de nombreuses questions persistaient, notamment
Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à risquer leur vie à la recherche de la corne de rhinocéros? Et peut-être la plus effrayante de toutes, quelles autres horreurs se cachent dans les profondeurs du parc national Kruger, attendant d'être révélées, et si leur cupidité ne leur avait pas fermé les yeux aux dangers qui se cachaient dans l'ombre? Et s'ils avaient tenu compte des avertissements et respecté la sanctuarité du parc? Et si, en fin de compte, la rétribution de la nature était un avertissement pour nous tous? Deux adolescentes de 15 ans, Maila Irmeli Björklund et Anja Tulikimäki, originaires de Finlande, décidèrent de partir camper en juin 1960 avec leurs petits amis de 18 ans, Seppo Antero Buisman et Nils Wilhelm Gustafsson. Ils choisirent un site populaire au bord du lac Bodom, un paisible plan d'eau situé à environ 22 km à l'ouest d'Helsinki, la capitale. C'était un endroit réputé pour s'amuser et le groupe avait bien l'intention de profiter pleinement de ce séjour. Tous étaient enthousiastes à l'idée de passer leur temps ensemble, partageant une seule tente au bord du magnifique lac. Aux premières heures du 5 juin 1960, les 4 adolescents profitaient tranquillement de leur camping au bord du lac Bodom. La journée avait commencé dans la bonne humeur, chacun savourant la nature et la sérénité du lieu. Mais au cours de la nuit, tout bascula tragiquement. Entre 4h et 6h du matin, une attaque inattendue se produisit alors que le groupe se trouvait encore dans la tente. Björklund, Mäki et Buisman furent gravement blessés après avoir été poignardés et battus. Gustafsson, le seul survivant, subit de graves blessures, notamment une commotion cérébrale, une mâchoire cassée et plusieurs fractures au visage. Vers 6h du matin, un groupe de garçons venus observer les oiseaux autour du lac tomba par hasard sur la scène. Ils remarquèrent la tente effondrée au bord de l'eau, mais sans se douter de la gravité de la situation, ils poursuivirent leur chemin. Plus tard, ils évoquèrent avoir aperçu un homme blond s'éloignant du site. Ce n'est qu'à 11h que Risto Siren, un charpentier local, découvrit les corps et alerta immédiatement la police, qui arriva sur place vers midi. À ce moment-là, les adolescents étaient déjà morts depuis plus de 6 heures. À l'intérieur de la tente, la police trouva les corps de Mäki et Buisman. Le corps de Björklund, la petite amie de Gustafsson, gisait à moitié dévêtue au-dessus de la tente, à côté de lui. Elle portait des traces de blessures infligées après sa mort, suggérant une attaque particulièrement brutale. L'assaillant semblait avoir attaqué depuis l'extérieur de la tente sans jamais y entrer. Les victimes avaient été poignardées, mais des marques indiquaient également l'usage d'un objet contondant, bien que sa nature exacte reste inconnue. Certains objets personnels avaient disparu, ajoutant au mystère. Les clés des motos des adolescents avaient été volées, mais les véhicules étaient restés sur place. Les chaussures de Gustafsson manquaient également, mais elles furent retrouvées à environ 800 mètres du site, accompagnées de certains de ses vêtements. Interrogé par la police, Gustafsson déclara n'avoir vu qu'une silhouette sombre vêtue de noir, avec des yeux rouges brillants, qui les avait attaqués sans pitié. La presse critiqua la gestion de l'enquête par la police. Les lieux n'avaient pas été correctement sécurisés et les preuves n'étaient pas bien enregistrées. Ce qui permit aux curieux et aux campeurs de contaminer la scène du crime après le départ des enquêteurs. L'intervention de soldats pour retrouver les objets manquants n'améliora pas la situation et la plupart des indices disparurent à jamais. Les soupçons se portèrent d'abord sur Karl Valdemar Gillström, surnommé « l'homme du kiosque », car il tenait une boutique à proximité. Un autre suspect, Hans Assmann, attira également l'attention pendant plusieurs années. Une rumeur prétendait qu'il était un ancien espion du KGB vivant près du lac Bodom, alimentant les spéculations. Toutefois, il fallut attendre 44 ans pour que la police arrête un suspect. En mars 2004, une avancée majeure se produisit dans l'affaire du lac Bodom. Grâce au progrès de la science médico-légale, les enquêteurs purent exploiter de nouvelles preuves ADN, identifiant un suspect ayant potentiellement un mobile. Contre toute attente, le principal suspect s'avéra être Gustafsson, l'unique survivant, qui fut alors arrêté et traduit en justice. Selon la police, Gustafsson avait toujours été suspecté. Ils affirmèrent que ses chaussures, retrouvées couvertes du sang des victimes et non du sien, avaient été portées par le meurtrier lors de l'attaque. Lors du procès, l'accusation présenta un scénario dans lequel Gustafsson, après avoir bu et été expulsé de la tente par Buisman, se serait battu avec lui. Blessé, Gustafsson aurait ensuite, dans un accès de rage, tué ses amis et sa petite amie avant de se blesser lui-même pour brouiller les pistes. La défense réfuta cette version des faits, affirmant qu'après une bagarre aussi violente, Gustafsson aurait été trop mal en point pour commettre les meurtres ou parcourir 800 mètres pour cacher ses chaussures.
En octobre 2005, le tribunal acquitta Gustafsson de toutes les charges retenues contre lui, considérant qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour le condamner, laissant ainsi planer un doute persistant sur ce qui s'était réellement passé cette nuit tragique au bord du lac. L'État finlandais lui versa par la suite 44 900 € en compensation pour le stress mental causé par ce long procès. Aucun nouveau suspect n'a émergé et aucune preuve supplémentaire n'a été découverte, laissant les meurtres du lac Bodom comme l'une des affaires criminelles les plus célèbres et non résolues de Finlande. Ce mystère hante encore aujourd'hui l'imaginaire collectif, suscitant des théories et spéculations parmi les passionnés de faits divers. Le mardi 20 novembre 2022, un homme de 33 ans et sa femme de 31 ans, un couple marié, ont entrepris une randonnée autorisée de 16 miles à travers les Narrows dans le parc national de Zion. Cette randonnée implique généralement de patauger dans les eaux froides de la Virgin River qui serpente à travers un vaste canyon majestueux. Dans cette zone, la réception des téléphones portables est pratiquement inexistante. De plus, la roche et la terre solide qui forment le canyon absorbent ou affaiblissent les signaux qui parviennent à pénétrer dans cette gorge imposante. Si cette situation peut sembler décourageante pour beaucoup, le couple ne l'a pas ressenti de la même manière au début de la randonnée. Comme prévu, ils ont parcouru les kilomètres, profitant des paysages spectaculaires et de l'expérience unique qu'offre ce parcours. Cependant, à l'approche de la tombée de la nuit, leur situation s'est subitement dégradée. Le temps a chuté de façon inattendue à des niveaux dangereusement bas. Il est choquant de constater que la température a continué à baisser régulièrement, descendant même en dessous du point de congélation de l'eau. L'absence d'équipement de protection adéquat pour lutter contre le froid n'a fait qu'aggraver leur situation déjà précaire. En peu de temps, ils ont commencé à présenter des symptômes d'hypothermie, un état critique qui survient lorsque la température du corps chute en dessous des niveaux normaux parce qu'ils perdent de la chaleur plus rapidement qu'ils n'en produisent. Au cours de la nuit, ils ont pris la décision prudente d'établir un camp et d'attendre le matin au lieu de poursuivre leur randonnée. S'ils avaient avancé un peu plus, ils auraient pu obtenir de l'aide car il y avait des installations au bout du sentier. Mais dans l'obscurité et le froid, ils ont choisi de ne pas risquer une progression supplémentaire. Au matin, leur état s'était encore détérioré par rapport à la nuit précédente. Voyant la gravité de la situation de sa femme, l'homme, bien que gravement affecté lui aussi, a rassemblé ses dernières forces pour continuer le voyage seul afin de chercher de l'aide pour sa compagne. Avec un courage remarquable, il a fini par rencontrer d'autres visiteurs du parc qui lui ont rapidement porté secours et ont prévenu les autorités. Plus de 20 membres de l'équipe de recherche et de sauvetage ont été rapidement mobilisés et se sont rendus au point d'arrêt du couple déterminé à leur venir en aide. À leur arrivée, les membres de l'équipe de recherche et de sauvetage ont découvert que l'homme était en train de recevoir de l'aide de la part d'autres randonneurs compatissants. Il a été rapidement transporté au centre d'opération d'urgence de Zion pour y recevoir un traitement médical d'urgence approprié. Plus loin, sur le sentier, ils ont trouvé sa femme près de la rivière Virgin, où elle ne réagissait pas. Malgré les efforts désespérés de l'un des randonneurs pour la réanimer, elle est restée inconsciente. Tragiquement, il a été rapidement confirmé qu'elle était décédée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort de la femme, mais il a été présumé que l'hypothermie en était la cause principale, exacerbée par les conditions météorologiques extrêmes et l'absence de protection adéquate. À ce jour, les noms du couple ne sont toujours pas connus du public, probablement pour des raisons de confidentialité et par respect pour leur famille en deuil. Ce tragique incident rappelle à tous les dangers potentiels des activités de plein air et l'importance de se préparer adéquatement, surtout lorsque l'on s'aventure dans des environnements aussi imprévisibles que les Narrows du parc national de Zion. À la fin du mois de mars 1988, Inga Maria Hauser, âgée de 18 ans, quitte son domicile à Munich, en Allemagne, pour entreprendre le voyage d'une vie. Malgré son jeune âge, Inga Maria est une jeune femme confiante et autonome. Indépendante, elle nourrit un fort désir de voyager et de découvrir le monde. Inga Maria choisit l'Angleterre comme première destination, le tout début de son périple. Sa mère, son père et sa sœur l'accompagnent jusqu'à la gare. Sans le savoir, ce serait la dernière fois que sa famille verrait Inga vivante. Sa première étape est Londres. Elle tombe amoureuse de la ville et s'empresse de le faire savoir à sa famille. Elle leur envoie une carte postale écrivant qu'elle est fascinée par Londres. Elle appelle même sa mère pour lui raconter avec enthousiasme son voyage jusqu'à présent. Inga Maria passe encore quelques jours à Londres avant de partir pour Oxford le dimanche matin 3 avril. Pendant son séjour à Oxford, elle loge dans une auberge de jeunesse. Dans son journal, elle écrit « Je suis restée à l'auberge de jeunesse, trop mangé, décidée d'aller à Bath ».
Ces jours-là, Inga Maria envoie à sa famille une autre carte postale leur disant combien elle aime l'Angleterre. Elle aurait souhaité y rester une année de plus. Elle loue les Anglais, qu'elle trouve gentils et prêts à aider. Inga demande à sa famille de ne pas s'inquiéter pour elle, sentant qu'elle est en sécurité. Inga Maria quitte Bath le 5 avril avant de se rendre à Cambridge, puis à Bristol et enfin à Liverpool. Toujours en mouvement, elle veut voir le plus de choses possibles dans le pays. Aux premières heures du mercredi 6 avril, la jeune femme prend un train de nuit pour Inverness, quittant l'Angleterre pour le nord de l'Écosse. Elle envoie une autre carte postale depuis Inverness, informant sa famille que son voyage se passe bien que son argent commence à s'épuiser. Ce même jour, le 6 avril, Inga Maria se rend à Stranraer. Là, elle embarque sur un ferry à destination de Larne, en Irlande. Il lui restait 3 jours avant de rejoindre une amie au pays de Galles. Alors pourquoi ne pas les passer à explorer davantage ? Sa dernière entrée de journal se lit ainsi. « Je me demande où je vais passer la nuit ? Besoin de plus d'argent. » Le ferry accoste tard dans la nuit, laissant à Inga Maria peu de temps pour prendre le train en direction de Belfast, comme elle l'avait prévu. Mais Inga Maria n'est jamais montée dans ce train. 2 semaines plus tard, un berger découvre le corps d'Inga Maria gisant face contre terre dans le parc forestier de Ballypatrick, près de Ballycastle, dans le comté d'Antrim, à environ 1 heure de route de Larne. Elle est en plein air, allongée juste à côté d'un chemin de terre. La police est appelée et une enquête débute immédiatement, compte tenu des circonstances violentes de sa mort. Il est évident que la jeune femme a beaucoup souffert avant de mourir. Elle a été frappée au visage et à la tête. Des preuves ADN trouvées sur son corps indiquent qu'elle a subi une tentative d'agression sexuelle. Son cou est brisé, résultat de ce que la police décrira plus tard comme une attaque impitoyable et brutale. Ses affaires sont éparpillées autour de son corps, à l'exception notable de son passeport, qui manque. La police parvient à identifier Inga Maria grâce à sa carte d'identité. Mais pourquoi prendre son passeport et laisser sa carte d'identité à découvert? Et pourquoi laisser le corps en plein air? C'est comme si le meurtrier d'Inga Maria voulait que son crime soit découvert. Mais comment Inga Maria, une jeune femme indépendante et prudente, s'est-elle retrouvée dans la forêt de Ballypatrick? Sa famille est certaine qu'Inga Maria n'aurait jamais accepté de monter dans la voiture d'un inconnu. Mais toutes les preuves indiquent qu'elle a été conduite à Ballypatrick la nuit du 6 avril. Et, comme les détectives le concluront plus tard, elle a dû être conduite par quelqu'un qui connaissait la forêt comme sa poche, car Inga Maria a été retrouvée dans une zone reculée. Un pathologiste clinicien a plus tard conclu que le cou d'Inga Maria avait été brisé sur la scène du crime, mais qu'il est possible que la tentative d'agression sexuelle et les coups aient eu lieu ailleurs. L'affaire est déroutante, et la police n'a aucune piste concrète. Ils ont réussi à établir un profil ADN complet. Mais malgré le plus grand dépistage ADN jamais réalisé au Royaume-Uni, ils n'ont pas trouvé de correspondance. Cela fait maintenant 36 ans qu'Inga Maria Hauser a été brutalement agressée et tuée. Personne n'a été condamné pour ce crime. Son père est décédé en 2006 et sa mère en 2019. Ils ont passé leur vie à pleurer la perte de leur plus jeune fille. La sœur aînée d'Inga Maria ne s'est jamais remise de cette perte immense. Sa famille aspire à la paix, mais pour l'instant, le meurtrier court toujours. Le 7 mars 2012, 2 amis, Chris Onuffer et Steve Romeo, partirent pour une excursion de ski hors piste vers le Peak Ranger, un sommet escarpé de 11 355 pieds situé à l'extrémité nord de la chaîne des Tétons. Tous deux étaient des skieurs expérimentés en hors-piste. Chris avait travaillé pendant des années à la station de ski de Jackson Hole, tandis que Steve, un blogueur passionné, documentait assidûment ses expériences de ski. Tôt ce mercredi matin, les 2 amis commencèrent leur expédition et devaient de rentrer le soir même. Cependant, ils ne réapparurent pas et furent présumés disparus après que Chris n'ait pas respecté son plan de récupérer son père à l'aéroport de Jackson ce soir-là. Avec l'absence de tout contact avec le centre de dispatch, il devint de plus en plus évident qu'il s'agissait d'un problème bien plus grave qu'une simple disparition. À minuit ce même jour, les rangers du parc décidèrent de lancer une mission de sauvetage. Ils commencèrent par ratisser les points de départ des sentiers prisés des skieurs hors piste dans le district sud du parc, avant d'étendre leurs recherches au district nord à mesure que de nouvelles informations leur parvenaient. Le véhicule de Chris fut découvert près de la plage de baignade de Colter Bay peu après minuit 30 le jeudi suivant. Cependant, ni Chris ni Steve ne se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Malgré les recherches effectuées tout au long de la nuit, aucun signe de leur présence ne fut trouvé. À l'aube, un hélicoptère de recherche et sauvetage contracté fut déployé pour intensifier les efforts visant à localiser les skieurs disparus.
Quelques heures seulement après la reprise des recherches, 2 rangers à bord de l'hélicoptère de sauvetage repérèrent une avalanche sur une crête formant le côté nord du canyon Waterfalls. Considérant cela comme une zone potentielle où Chris et Steve auraient pu être piégés, l'hélicoptère effectua une recherche minutieuse des débris de l'avalanche à l'aide d'un émetteur-récepteur suspendu en dessous pour détecter tout signal de balise d'avalanche. Rapidement, l'émetteur enregistra 2 signaux, suggérant la présence de personnes ensevelies sous la neige et les débris. Avec la position désormais déterminée, une équipe de 7 rangers fut transportée par hélicoptère pour commencer une recherche approfondie des débris. Avant midi ce jour-là, les corps sans vie de Chris et Steve furent découverts dans un couloir sur une crête formant le mur nord du canyon Waterfalls. Steve fut retrouvé à environ 150 pieds de l'extrémité de l'avalanche, tandis que Chris se trouvait à environ 1500 pieds au-dessus de Steve. Leurs corps furent soigneusement retirés d'une faible profondeur dans les débris. Ils furent d'abord transportés par hélicoptère vers un lieu accessible, puis transférés par motoneige pour être remis aux médecins légistes. L'enquête sur leur décès tragique révéla que Chris et Steve étaient probablement en train de monter avec des pots de phoque sur leurs skis lorsqu'une grande avalanche de neige meuble se déclencha, les projetant sur plus de 2000 pieds dans le couloir. Il fut également déterminé que la cause de leur mort était due à des traumatismes contondants, indiquant qu'ils avaient succombé instantanément lorsqu'ils furent frappés par l'avalanche. Après la mort des skieurs, la famille de Steve décida de relancer son blog, qui avait attiré des milliers de visiteurs avant l'incident tragique. Ils cataloguèrent méticuleusement les centaines d'itinéraires qu'il avait documentés au cours de sa vie. Ces itinéraires comprenaient des descentes dans les Tétons, les monts Wind River, la Sierra orientale, ainsi que dans divers endroits autour du monde, comme l'Antarctique, le Canada, l'Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud. Chris fut également chaleureusement commémoré comme un professionnel dévoué qui avait positivement influencé la vie de nombreuses personnes dans le parc. C'était le 9 mars 2016. Le ciel était dégagé, le temps frais, idéal pour l'escalade. Eric Michael Klimt, un grimpeur, enseignant et pilote de 36 ans, originaire de Portland, en Oregon, était là pour s'attaquer au Moonlight Buttress. Cette voie de grès de 365 mètres est connue pour ses parois abruptes et ses systèmes de fissures. Eric l'avait tenté plusieurs fois depuis 2013. Ce jour-là, il faisait de l'escalade en solo, utilisant un dispositif d'assurage gris-gris, un système qui aide à gérer la corde pour les grimpeurs sans partenaire. Eric a fait une descente en rappel jusqu'au sommet de la voie pour répéter les 3 dernières longueurs, la partie la plus difficile de l'ascension. Ce n'était pas inhabituel pour lui. Il avait grimpé partout dans le pays, Yosemite, Joshua Tree, Red Rock Canyon. Il était expérimenté et bien préparé. Tout semblait se dérouler correctement. Vers 12h30, un autre groupe de grimpeurs sur la section inférieure a vu quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Eric était tombé, de près de 300 mètres. Les gardes du parc ont été contactés immédiatement. À leur arrivée, ils ont trouvé Eric à la base de la falaise. Il n'avait pas survécu. L'installation utilisée par Eric était standard pour les ascensions en solo. Son gris-gris n'était pas endommagé. Son baudrier était toujours clipsé à la corde, laquelle était ancrée avec des nœuds de cabestan et des mousquetons. Mais quelque chose manquait. Un nœud d'arrêt au bout de la corde. Cela a soulevé des questions. Il n'y avait aucun signe que la corde avait glissé à travers l'appareil et il n'y avait aucune blessure sur les mains d'Eric qui aurait pu suggérer qu'il avait essayé d'agripper la corde en pleine chute. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun casque et ont confirmé qu'il n'utilisait pas de mini-traction, un autre dispositif que certains grimpeurs en solo utilisent pour la sécurité. À ce jour, la cause exacte de la chute est inconnue. Qu'il s'agisse d'une erreur humaine, d'une défaillance de l'équipement ou d'autre chose, personne ne peut le dire avec certitude. Mais la communauté de l'escalade a perdu quelqu'un de respecté et profondément aimé. Eric n'était pas seulement connu pour l'escalade. Il était professeur de mathématiques au lycée et se connectait avec les élèves à travers les chiffres et la nature. Sa présence calme et son approche réfléchie en faisaient un mentor à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Il avait également une passion pour l'aviation et l'exploration en plein air. L'un des voyages les plus mémorables d'Eric fut en Tasmanie avec son frère Carl et son ami Matt Ballard. Ils ont escaladé le Totem Pole, une aiguille rocheuse de 65 mètres s'élevant de l'océan. Contrairement à certaines des aventures plus spontanées d'Eric, cette ascension avait été planifiée avec soin et elle montrait à quel point il avait progressé en tant que grimpeur. La sœur d'Eric, Kirstine, le décrivait comme quelqu'un qui vivait un peu en dehors des sentiers battus. Il valorisait la liberté, l'expérience et la connexion. Il disait souvent « Sortez, c'est là que les bonnes choses se passent ».
Il voulait que les autres se sentent les bienvenus, que ce soit lors d'une ascension ou dans une salle de classe. Les relations d'Eric comptaient autant que ses objectifs. Il incluait les autres dans ses aventures et partageait des moments avec des amis du monde entier. Carl se souvient du voyage en Tasmanie comme plus qu'une simple escalade. C'était un temps précieux passé ensemble qui signifiait beaucoup. 2 cérémonies commémoratives ont eu lieu après le décès d'Eric, l'une dans sa ville natale de Baltimore et une autre à Terrebonne, en Oregon, où il avait récemment déménagé. Amis, famille et compagnons grimpeurs se sont réunis pour honorer sa vie et son héritage. L'histoire d'Eric n'est pas seulement celle d'une chute tragique, c'est celle de quelqu'un qui a vécu avec intention, qui a tissé des liens avec les autres et qui a partagé son amour pour l'exploration. Sa mort ne sera peut-être jamais totalement élucidée, mais sa vie a eu un impact durable. Ceux qui l'ont connu portent cela avec eux chaque fois qu'ils mettent le pied dehors et qu'ils continuent d'avancer, tout comme Eric l'a toujours fait. Le 5 juin 2019, la tragédie a frappé à 20 h dans le parc national Kruger, connu pour sa beauté sauvage. Courtney N. Timan, un petit garçon de 2 ans rempli de rire et de curiosité, s'est retrouvé pris dans un cauchemar qui hanterait sa famille et le parc pendant des années. Le père de Courtney, Isaiah Timan, était un homme travailleur, passant ses journées comme opérateur d'eau dans l'immense étendue du parc. Sa femme, Sébille, amenait souvent leur fils lui rendre visite, transformant leur simple cottage en un havre d'amour et de rire au milieu du terrain accidenté. Le jour de la tragédie, Isaiah est rentré du travail, impatient de passer du temps avec sa famille. Toujours l'esprit aventureux, Courtney suivait les pas de son père, sa petite main serrant un camion jouet alors qu'il explorait le monde qui l'entourait. Alors que la soirée tombait, Isaiah s'installait dans la routine de la vie familiale, ignorant le danger qui se profilait juste au-delà de la sécurité de son seuil. Courtney, attiré par l'attrait de la nature sauvage, est sorti dans la nuit, sa curiosité innocente le menant dans un monde de danger. Soudain, la soirée a été brisée par les cris d'une mère, résonnant dans l'obscurité comme un appel à l'aide. Isaiah s'est précipité dehors, le cœur battant de terreur pour découvrir ses pires craintes réalisées. Dans les griffes d'un léopard se trouvait son fils bien-aimé, ses appels à l'aide étouffés par le rugissement du prédateur. Le léopard mordit le cou et le corps de Courtney à plusieurs reprises, ses cris et ses hurlements devenant de plus en plus forts alors qu'il sentait la douleur traverser son petit corps. Isaiah a agi dans une terreur pure, son instinct criant de protéger son enfant à tout prix. Avec un courage né du désespoir, il a affronté le léopard, ses mains tremblantes en luttant pour libérer son fils des mâchoires de la mort. Alors que la lutte faisait rage, Sébille s'est jointe à la mêlée, ses cris se mêlant à ceux d'Isaiah alors qu'ils se battaient bec et ongles pour sauver leur précieux fils. Isaiah a réussi à chasser le léopard avec un effort désespéré final, mais le mal était déjà fait. À la suite de l'attaque, Courtney gisait battue et brisée, son petit corps portant les cicatrices d'une bataille menée et perdue. Les larmes coulant sur leur visage, Isaiah et Sébille ont précipité leur fils à l'hôpital, priant pour un miracle qui ne viendrait jamais. Malgré les meilleurs efforts des médecins, Courtney a succombé à ses blessures, son petit cœur battant son dernier souffle sous les yeux de ses parents en agonie. Après sa mort, le parc national Kruger a plongé dans le deuil, son vaste étendue de nature sauvage éclipsée par le spectre de la perte et du chagrin. Après la brutale attaque contre Courtney, les gardes du parc et le personnel ont cherché le léopard, considéré comme un danger pour les humains et devant être tué immédiatement. Les gardes du parc ont réussi à localiser le léopard et à l'abattre, mettant fin à la menace qu'il représentait pour les autres personnes dans le parc. Alors que les jours se transformaient en semaines, des questions persistaient comme des fantômes, hantant les esprits de tous ceux qui cherchaient des réponses après la disparition tragique de Courtney. Comment un léopard avait-il pu franchir les défenses du parc ? Quelles mesures pourraient être prises pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise ? Certains ont supposé que l'empiètement humain dans l'habitat naturel du léopard avait enhardi l'animal. D'autres, en revanche, ont souligné les risques inhérents à la vie et au travail à proximité de prédateurs sauvages. Au-delà de la tragédie de la mort de Courtney se trouve l'histoire d'une vie jeune et vibrante, coupée court par les caprices impitoyables de la nature. Courtney n'était pas seulement une victime. Il était un fils bien-aimé, un membre de la famille chérie et une étincelle lumineuse pour tous ceux qui le connaissaient. Son rire et son sourire, autrefois source de joie infinie, sont maintenant des souvenirs amers, chéris par ceux qui l'aimaient le plus. Le 9 septembre 2023, la famille Easton, originaire de Paul dans l'Idaho, profitait de ce qui aurait dû être un séjour de camping ordinaire au camping de Pine, dans la forêt nationale de Boise. Cadence Easton, leur fille de 8 ans, était présente avec ses parents, Quinn et Natasha Easton, ainsi que ses 7 frères et sœurs, dont sa sœur jumelle, London.
La famille avait attendu avec impatience cette retraite pour se reconnecter et passer du temps ensemble, loin des préoccupations du quotidien. Tôt le matin, vers 5 heures, une tragédie survint. Un grand arbre, fragilisé par le temps, s'effondra soudainement sur la tente où dormaient Cadence, London et leur chien adoré, Sibyl. L'impact fut immédiatement fatal pour Cadence et Sibyl. Un ami de la famille, qui campait à proximité, raconta qu'il avait entendu un bruit sourd et s'était précipité sur les lieux. Les agents du bureau du shérif du comté d'Elmore arrivèrent rapidement sur place. Malgré leurs efforts pour réanimer Cadence, elle fut déclarée décédée peu de temps après leur arrivée. Le choc et la tristesse causés par cet événement furent immenses pour ses parents et toute la famille. L'arbre qui s'était effondré s'avéra être un vieux peuplier en décomposition, affaibli par l'âge et les conditions environnementales. Les autorités indiquèrent par la suite que des incendies de forêt antérieures dans la région auraient également pu contribuer à fragiliser l'arbre. Cadence était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Décrite comme une enfant exceptionnelle, elle avait un caractère joyeux et un sourire chaleureux toujours présent. Sa famille se souvenait avec tendresse de son amour profond pour les animaux et de son lien particulier avec leur chien Sibyl, qui était blotti à ses côtés au moment de l'accident. Cadence se distinguait également par son enthousiasme dans son travail scolaire et montrait une maturité impressionnante pour son âge. Lors des réunions de famille, elle préférait souvent la compagnie des adultes, témoignant d'une grande intelligence et d'une sagesse précoce. Élevée dans une famille chrétienne, elle avait appris à être gentille et bienveillante. Elle se faisait des amis facilement et évitait les conflits. En réponse à cette tragédie, une page GoFundMe fut créée pour aider la famille Eastin à couvrir les frais funéraires et autres dépenses liées à l'accident. Depuis, la campagne a récolté plus de 28 000 $, témoignant de la générosité et du soutien de la communauté. La famille Eastin a exprimé sa gratitude pour l'élan de solidarité et les nombreux messages de condoléances reçus. Les autorités poursuivent leur enquête pour évaluer l'impact des incendies passés sur l'état des arbres de la région. Le samedi 5 juin 2021, Cassie Brown, âgée de 26 ans, une passionnée de canyoning et une guide bien aimée de la Zion Adventure Company, s'est lancée dans une aventure de canyoning en solo dans le parc national de Zion. Cassie avait souvent partagé ses expériences avec d'autres canyonneurs locaux, explorant divers terrains avec enthousiasme. D'autres fois, elle était accompagnée de sa mère, elle aussi passionnée par cette activité exaltante. Cependant, ce jour-là, pour des raisons qui demeurent mystérieuses, Cassie a choisi de partir seule, en quête d'une expérience personnelle unique. Compte tenu de l'amour profond que Cassie nourrissait pour ce hobby et de son engagement indéfectible envers la sécurité, son excursion semblait destinée à être une journée tout à fait normale, remplie du frisson de la découverte et de l'aventure. Cependant, lorsqu'elle a quitté son domicile ce matin-là, aucun membre de sa famille n'aurait pu imaginer que ce serait la dernière fois qu'il la verrait en vie. Au cours de son périple, Brown a atteint un canyon réputé pour être relativement facile à parcourir par les amateurs de canyoning. En descendant ce canyon, elle a été confrontée à un défi inattendu. Sa corde, cet outil de confiance qu'il avait toujours soutenu dans ses descentes précédentes, s'est soudainement coincée dans un rappel, rendant la situation périlleuse. Elle a tenté à plusieurs reprises de libérer la corde, mais malgré ses efforts déterminés, celle-ci est restée obstinément bloquée. À ce moment-là, Cassie se trouvait à une véritable croisée des chemins. Elle pouvait choisir d'attendre qu'une autre personne passe par là et la trouve, ou bien elle pouvait tenter de remonter la corde pour rejoindre son itinéraire initial. Sachant qu'il n'y avait aucune garantie que quelqu'un d'autre passerait par ce canyon ce jour-là, l'idée de passer une nuit entière coincée à mi-chemin était peu séduisante. Cassie a donc pris la décision audacieuse de remonter la corde, espérant pouvoir se sortir de cette situation délicate. Malheureusement, son choix s'est révélé tragique. En tentant de remonter, la corde a cédé de manière inattendue, propulsant Cassie dans une chute libre déchirante de 50 à 80 pieds. Elle a violemment heurté le sol rocailleux et impitoyable en contrebas, subissant de multiples blessures graves, dont plusieurs fractures. Environ 1 heure après la chute de Brown, un autre groupe d'explorateurs de canyon est tombé sur son matériel d'escalade abandonné. Cela indiquait clairement qu'un randonneur était en difficulté quelque part dans le canyon. Un membre du groupe a immédiatement rebroussé chemin pour alerter l'équipe de recherche et de sauvetage de Zion, qui a aussitôt mobilisé toutes ses ressources pour localiser et secourir Cassie. Alors que les recherches s'intensifiaient, l'équipe de recherche et de sauvetage a pris des mesures décisives pour assurer une intervention rapide. Ils ont temporairement fermé plusieurs itinéraires de randonnée essentiels pour accéder aux canyons tels que The Narrows, Mystery et Orderville Canyons.
Des arrêts populaires comme l'arrêt de la navette Temple of Sinawava et Riverside Walk ont également été fermés pour faciliter les recherches. Un hélicoptère de sauvetage a été dépêché pour faciliter les opérations. Cependant, la pente abrupte du canyon et son étroitesse ont rendu l'accès direct à Cassie impossible. Après plusieurs heures d'efforts intenses, le personnel médical a finalement atteint Cassie, qui était allongée sur le sol, à peine consciente. Ils ont immédiatement commencé à lui prodiguer les premiers soins, espérant pouvoir la stabiliser et l'évacuer vers l'hôpital le plus proche. Malheureusement, ces efforts se sont révélés vains. Quelques instants après leur arrivée, Cassie a succombé à ses blessures, laissant sa famille et ses amis dans une douleur indescriptible. Le corps de Brown a été récupéré du canyon le dimanche soir et transporté à la morgue pour une autopsie. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte de l'accident, bien qu'aucun acte criminel ne soit suspecté. Après sa mort, de nombreux hommages ont afflué de la part d'amis et d'autres canyonneurs fréquentant le parc national de Zion. Un de ses amis a déclaré qu'elle apportait toujours une perspective précieuse et compétente sur les fentes calcaires du Grand Canyon et qu'elle maîtrisait l'art du canyoning avec une expertise inégalée. Une autre personne a souligné qu'elle était dévouée à servir et à partager ses connaissances et son amour pour le plein air avec les autres. Cassie Brown restera à jamais dans les mémoires comme une exploratrice audacieuse et une guide passionnée, dont l'esprit aventureux continuera d'inspirer tous ceux qui l'ont connue. C'était aux premières heures du 5 mars 2019. Catherine Shaw, âgée de 23 ans, était professeure de yoga dans le paisible village de Longhandborough, près de Whitney, dans l'Oxfordshire. Elle s'était lancée dans un voyage en Amérique centrale sans savoir que ce voyage changerait à jamais sa vie, ainsi que celle de ceux qui la connaissaient. Catherine séjournait avec une amie à l'Eco Hotel dans la région de San Pedro, au lac Atitlan. Cette nuit-là fut agitée pour la jeune femme de 23 ans. Elle fut aperçue quittant l'auberge vers 1h37 du matin avant de revenir à 3h19 puis de repartir à 5h32, accompagnée seulement d'un chiot errant qu'elle avait trouvé dans les environs. Catherine avait un objectif clair ce matin-là. Elle adorait les levers de soleil et voulait admirer celui-ci depuis l'endroit parfait. Elle ignorait cependant que cette randonnée serait sa dernière. Lorsqu'elle ne revint pas à son hôtel, son amie signala sa disparition, inquiète pour sa sécurité. Catherine avait laissé derrière elle son passeport, son argent et son téléphone portable. Il n'y avait aucun moyen de la joindre. La nouvelle de sa disparition se propagea rapidement, déclenchant une vaste opération de recherche. Des hélicoptères survolaient la zone, tandis que des chiens renifleurs parcouraient le terrain accidenté. Les autorités utilisèrent également des drones et une équipe de plongeurs. Les amis de Catherine lancèrent une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à sa disparition. Ses parents, Tarquin et Anne Shaw, diffusèrent un appel vidéo cherchant désespérément des informations sur leur fille. Pendant plusieurs jours, les recherches se poursuivirent, mêlant espoir et inquiétude. La situation devint encore plus étrange avec deux découvertes distinctes. La veste de Catherine fut retrouvée sur un sentier de montagne, non loin de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois, et le chiot avec lequel elle avait été vue, fut retrouvé tremblant et pleurant sur un sentier de randonnée près de la montagne El Naudis. Le lundi, 11 mars, tout espoir de retrouver Catherine vivante fut anéanti. La police découvrit le corps de Catherine à environ 100 mètres du sentier, Indian Nose, dans une zone boisée et inhabitée. Catherine fut retrouvée nue et dans un état de décomposition, ce qui alimenta de nombreuses spéculations en ligne sur un éventuel acte criminel. Les rumeurs furent encore renforcées par une autopsie qui conclut que Catherine était morte de multiples blessures, notamment une hémorragie sévère causée par un traumatisme crânien. Cependant, une enquête sur la mort de Catherine apporta des éclaircissements sur les circonstances de son décès, mettant ainsi fin à toutes les spéculations. Selon le coroner Salter, Catherine était probablement décédée depuis 4 à 6 jours avant que son corps ne soit retrouvé. De plus, il fut révélé que Catherine était une personne très spirituelle et, comme l'expliqua son père, tout à fait capable de retirer ses propres vêtements, embrassant son environnement naturel avec une absence rafraîchissante de pudeur. Selon sa famille, Catherine jeûnait dans les jours précédant sa disparition. Cela indiquait qu'elle avait peut-être perdu connaissance ou était tombée en raison de son manque de nourriture et de liquide, ce qui aurait causé les blessures à son corps. Catherine avait prévu d'explorer les paysages volcaniques de l'Amérique centrale avant de se rendre à un festival en Colombie, un témoignage de son esprit aventureux et de son amour pour la vie. Gary Falk était un homme de famille, marié et père de 2 jeunes fils, travaillant pour Exum Mountain Guides, une organisation qui accompagne des groupes jusqu'au sommet du Grand Teton.
Pendant plus de 12 ans, Gary s'est consacré à son métier et passé ses étés dans le Jackson Hole du parc et ses hivers dans les montagnes de San Juan, au sud-ouest du Colorado, où il guidait également d'autres explorateurs à temps partiel pour une autre organisation. Le 23 juillet 2016, Gary entreprit une ascension de routine vers le sommet avec un groupe d'élèves participant à un programme appelé City Kids. Pendant la montée, aucun problème ne fut signalé et ils atteignirent le sommet comme prévu. Mais alors qu'ils commençaient leur descente de la montagne, un incident se produisit. Selon les rapports, la descente nécessitait l'utilisation d'un dispositif de descente par friction appelé ATC pour chaque personne. Cependant, Gary se rendit compte qu'il n'avait pas d'ATC en raison d'un réajustement de dernière minute des équipes d'escalade de son entreprise. Au lieu de demander de l'aide à son entreprise, Gary choisit une approche plus risquée pour résoudre le problème. Il prévoyait d'utiliser une corde d'assurage pour récupérer un ATC tombé qu'un accompagnateur avait perdu. Malheureusement, lorsque l'accompagnateur descendit en rappel pour récupérer l'ATC, le dispositif ainsi que la corde se coincèrent dans une crevasse lors de leur ascension vers le sommet. Malgré ce contretemps, Gary resta déterminé à résoudre le problème lui-même. Il tenta de déloger la corde et l'ATC coincés en les retournant dans la crevasse. Tragiquement, lors de cette tentative, Gary chuta soudainement d'une hauteur vertigineuse de 2400 pieds sur la paroi rocheuse implacable en contrebas. Le groupe avec lequel il se trouvait contacta alors la Teton Interagency Dispatch pour signaler sa chute, encore sous le choc et dévasté par l'incident. Immédiatement, les rangers du parc lancèrent un vol de reconnaissance en hélicoptère pour évaluer la situation. 2 rangers descendirent en rappel et marchèrent pour atteindre l'emplacement de Gary. À leur arrivée à l'endroit où Gary avait chuté, ils constatèrent qu'il était déjà décédé et n'avait pas besoin de soins médicaux. Ils commencèrent alors à organiser la récupération de son corps, qu'ils effectuèrent finalement à l'aide d'une ligne longue d'hélicoptères. Pendant ce temps, un autre guide d'Exum aida les clients de Gary à redescendre la montagne en toute sécurité. On pense que, pendant que Gary tentait de libérer l'équipement coincé, il s'était penché en avant depuis la paroi rocheuse, mettant de la tension sur son dispositif d'auto-assurage, appelé longe, qui était solidement ancré à sa corde de rappel. Malheureusement, la sangle tubulaire que Gary avait nouée en boucle avec un nœud de sangle pour s'attacher à l'ancre s'était dénouée, entraînant sa chute tragique. Cette théorie fut confirmée par les preuves recueillies par les rangers grimpeurs qui récupérèrent le corps de Gary. Ils avaient trouvé la sangle toujours attachée au harnais de Gary avec un nœud d'accroche, mais ces deux extrémités n'étaient pas nouées ensemble comme elles auraient dû l'être pour former une longe. À la suite de la mort de Gary, l'administration de la sécurité et de la santé au travail du Wyoming, OSHA, lança une enquête sur les pratiques de sécurité d'Exum Mountain Guide. Bien que l'OSHA ait déterminé que l'entreprise n'était pas directement responsable de la mort de Gary, car il utilisait son propre équipement, ils relevèrent des violations des règlements de sécurité. En particulier, l'OSHA critiqua Exum Mountain Guides pour ne pas avoir vérifié l'adéquation et le bon entretien de l'équipement de sécurité fourni par les employés et pour ne pas avoir établi de plan écrit pour limiter l'exposition des guides aux agents pathogènes transmissibles par le sang lors des procédures de premier secours. En conséquence de ces violations, l'OSHA imposa une amende de 7 350 $ et exigea que l'entreprise se conforme aux réglementations de sécurité mentionnées. Une campagne GoFundMe fut ensuite lancée pour soutenir sa femme et ses enfants, récoltant près de 200 000 $. C'était le 5 octobre 2024. Justin Bingham, un PDG de société technologique de 40 ans, faisait du canyonisme avec 3 amis dans la zone de Hips Canyon. Il était connu pour son style de vie aventureux et était le PDG d'Opinion, une entreprise de logiciels. Il animait également une chaîne YouTube populaire appelée Life in Holland, où il partageait ses aventures en plein air et sa vie de famille avec plus de 143 000 abonnés. Justin était père de 4 enfants et témoignait souvent de son amour profond pour son épouse Lindsay et leurs enfants, Turin, Ashton, Landon et Ava. Ce jour-là, alors qu'il descendait en rappel vers la fin du canyon, Justin a glissé et a fait une chute de 45 à 60 mètres. Le terrain accidenté et escarpé de la zone a rendu les efforts de sauvetage extrêmement difficiles. Plus de 50 secouristes, dont l'équipe de recherche et de sauvetage technique du parc national de Zion et le bureau du shérif du comté de Washington, ont été mobilisés. Malgré leurs efforts, Justin a été déclaré mort avant de pouvoir être transporté par hélicoptère. Ses 3 compagnons sont restés coincés dans le canyon pendant la nuit. Les conditions rendaient impossible aux sauveteurs de les atteindre immédiatement. Le lendemain matin, 2 ont été secourus par hélicoptère et le 3e a été guidé vers le bas par une équipe de sauvetage. La mort subite de Justin a choqué sa communauté. Ses amis, collègues et fans du monde entier ont exprimé leur incrédulité. Il était plus qu'un PDG.
Il était un père dévoué, un ami et un mentor. Sa chaîne YouTube présentait souvent des excursions de ski, de wakeboard et de randonnée avec sa famille. Il partageait notamment des moments avec son fils Landon, atteint de paralysie cérébrale et d'un trouble de la vision. Justin n'a jamais considéré l'état de son fils comme une limitation. Il a toujours cru que Landon pouvait tout faire et il s'efforçait constamment de rendre ses expériences possibles. Le lien de Justin avec Landon était particulièrement significatif. De la randonnée au basketball, en passant par le ski ensemble, Justin s'assurait que Landon se sente capable et inclus. Leur parcours était un élément majeur de Life in Holland, un nom inspiré d'une histoire bien connue sur l'éducation d'un enfant handicapé. La chaîne offrait un regard authentique sur leur vie quotidienne, montrant leur force et leur amour à travers les moments difficiles. Sa famille a organisé un service commémoratif le 14 octobre 2024. Lindsay a parlé les larmes aux yeux, décrivant à quel point leur douleur était immense. Elle s'est souvenue à quel point Justin rendait leur vie pleine de joie et d'aventure. Leur fils aîné, Turin, a partagé des souvenirs de l'amour et du soutien constant de son père. Des amis ont décrit Justin comme quelqu'un qui faisait en sorte que les autres se sentent vus et valorisés, un homme qui illuminait n'importe quelle pièce où il entrait. Justin s'était également bâti une solide réputation dans le monde de la technologie. Opinion, l'entreprise qu'il a fondée, a publié une déclaration exprimant à quel point il comptait pour eux. Il n'était pas seulement un leader, c'était quelqu'un qui se souciait vraiment des autres. Il croyait en les gens, disant souvent aux autres que les choses finiraient toujours par s'arranger. Cette conviction est devenue une façon de vivre pour lui et son entourage. La chute a été jugée accidentelle, bien que la cause exacte ne soit pas encore totalement connue. Le groupe suivait son itinéraire prévu à travers une section très raide et difficile du canyon. Il est possible qu'un faux pas ou une perte de contrôle momentanée ait conduit à cette chute tragique. Ses amis, bien qu'indemnes physiquement, ont été profondément affectés. Après son décès, les gens ont inondé les réseaux sociaux de souvenirs et de condoléances. Un abonné a dit que cela ressemblait à un mauvais rêve, tandis que d'autres ont remercié Justin pour l'inspiration qu'il leur avait donnée. Sa capacité à se connecter avec les autres, que ce soit par le biais des affaires, de l'amitié ou de la paternité, a laissé une marque durable. En septembre, un mois seulement avant l'accident, Justin et Lindsay avaient célébré leur 19e anniversaire de mariage lors d'un voyage sur la Côte d'Azur. Lindsay a posté plus tard « La vie nous a emmenés dans un voyage sauvage et magnifique, et je ne voudrais le faire avec personne d'autre. » Justin Bingham a vécu pleinement, aimé profondément et a tout partagé avec le monde. Son histoire ne sera pas oubliée. Au cœur du parc national Kruger, au milieu de ses panoramas majestueux et de sa beauté sauvage et indomptée, deux femmes se sont lancées dans une aventure destinée à se terminer en tragédie. Entourées par la puissance brute de la nature et la sauvagerie imprévisible, leur périple, qui avait commencé par l'excitation et le frisson de l'exploration, a pris une tournure soudaine et déchirante, rappelant de manière sobre la réalité redoutable et souvent impitoyable du parc. La première femme, une employée chevronnée de SunParks, avait consacré sa vie à la protection et à la préservation du parc national Kruger. Née et élevée dans un petit village en bordure du parc, son amour pour la nature sauvage lui avait été inculqué dès son plus jeune âge. Enfant, elle passait des heures à explorer le Bushveld, sa curiosité éveillée par les merveilles cachées parmi les broussailles épineuses. Cette profonde connexion avec la terre l'a attirée vers une carrière dans la conservation, où elle pouvait travailler sans relâche pour s'assurer que les générations futures héritent d'un monde regorgeant de vie. La seconde femme, une nouvelle employée de SunParks, avait rêvé de fuir la jungle de béton pour les grands espaces de la brousse africaine. Ce désir d'aventure l'a conduite au parc national Kruger, où elle espérait s'immerger dans la beauté de la nature et faire une différence dans le monde. Le destin a voulu que les chemins de ces deux femmes se croisent un jour fatidique dans la section de Mouille Place du parc, près du camp de Mopani. Chargées d'une mission de routine pour récolter des chenilles de Mopane, elles s'enfoncèrent dans la nature sauvage avec détermination. Elles ignoraient que leur périple prendrait une tournure inattendue, les plongeant dans un cauchemar dont elles ne se réveilleraient jamais. Tout a commencé par un bruissement dans les broussailles, un léger son qui leur fit frissonner l'échine. Senti le danger, les femmes se sont arrêtées, leur sens en alerte maximale, alors qu'elles scrutaient l'horizon à la recherche de signes de trouble. Et puis, comme un éclair, les éléphants apparurent, leurs formes massives se dressant contre l'horizon de la savane. En un instant, le chaos a éclaté alors que les éléphants, agités par la présence d'intrus, chargèrent avec une fureur primordiale. Les femmes, prises au dépourvu par l'assaut soudain, ont couru pour se mettre à l'abri, leur cœur battant dans leur poitrine comme le tonnerre lointain. Mais pour l'une d'entre elles, l'évasion n'était pas possible. D'un mouvement rapide et brutal, la défense de l'éléphant perça sa chair, traçant un chemin de destruction de son bas du dos à sa poitrine. L'air était rempli des sons de son agonie alors qu'elle tombait au sol.
son sang teintant la terre sous elle. À côté d'elle, l'autre femme luttait pour sa vie, son corps brisé et meurtri par l'assaut implacable de la fureur de la nature. Guidée par des rangers armés à travers les buissons denses et indomptés du parc national Kruger, une équipe de paramédics se battait contre le temps, naviguant sur le terrain accidenté avec désespoir pour atteindre les lieux de l'accident. Malgré leurs efforts incessants et l'urgence de leur mission, ils arrivèrent trop tard pour l'une des femmes. Elle gisait immobile sur le sol, sa vie tragiquement interrompue en un instant par des forces puissantes échappant à tout contrôle. L'atmosphère sombre rappelait la force impitoyable de la nature et la fine frontière entre la vie et la mort dans la nature sauvage. Comment le résultat aurait-il pu changer si les femmes avaient choisi un itinéraire différent à travers le parc ? Des interventions d'urgence plus rapides ou plus efficaces auraient-elles pu empêcher cette fin tragique ? Y avait-il des signes avant-coureurs négligés qui auraient pu les alerter du danger imminent ? Comment leurs préparatifs ou leur absence ont-ils influencé leur sort dans la nature imprévisible du parc national Kruger ? Réfléchir à ces questions pourrait non seulement éclairer les circonstances qui ont conduit à ce chagrin, mais aussi servir de leçon cruciale pour les futurs aventuriers. Comprendre ces aspects peut aider à souligner l'importance de la préparation, de la vigilance et de l'action rapide face aux défis imprévisibles de la nature. Le mercredi 13 juillet 2022, Lisa Schilling, 36 ans, sa fille Lily Arguello, 12 ans et quelques autres membres de leur famille sont arrivés à Buckhorn Canyon pour passer des vacances reposantes. Ils retournaient à leur lieu de camping favori, un endroit qu'ils appréciaient particulièrement pour s'éloigner de la vie citadine après que la région ait été touchée par l'incendie de Cameron Peak 2 ans plus tôt. Annette Vasquez, la belle-sœur de Lisa et tante de Lily, décrivait Buckhorn Canyon comme un lieu spécial chargé de souvenirs. Elle expliqua que la famille y avait passé de nombreux étés, y présentant leurs conjoints et élevant leurs enfants loin des distractions de la vie moderne. Pour eux, le canyon n'était pas simplement un terrain de camping, mais une partie précieuse de leur histoire familiale. Lisa était enseignante en classe de CE2 à l'école Dean Elementary et prévoyait de transférer à Bear Creek Elementary. Quant à Lily, qui s'apprêtait à entrer en 4e, elle attendait avec impatience son 13e anniversaire, prévu pour le 27 juillet. Le vendredi 15 juillet, pendant leur séjour, la pluie se mit à tomber, faisant légèrement monter le niveau du ruisseau voisin. Bien que la pluie se soit rapidement arrêtée, elle avait déjà déclenché une chaîne d'événements tragiques. Vasquez raconta un moment glaçant lorsqu'un grondement sourd retentit à travers le campement. En levant les yeux vers le ruisseau, ils furent témoins d'une scène terrifiante. Une immense vague d'arbres, de rochers, de boue et d'eau déferlait avec une force incroyable. En un instant, la caravane où se trouvaient Lisa, Lily et leurs 2 chiens fut emportée par l'inondation. Le courant puissant submergea rapidement le véhicule qui fut englouti en quelques instants. Malheureusement, Lisa, Lily et leurs animaux périrent noyés, le remplissage brutal de la caravane étant confirmé comme la cause de leur décès. Vers 17h, le bureau du shérif du comté de Larimer commença à recevoir des signalements d'inondations dans la région. À 19h30, les secouristes retrouvèrent Lisa et Lily à un peu plus d'1 kilomètre de leur campement sur Calcite Court. Hélas, leurs décès furent jugés accidentels. Cette tragédie laissa leur famille anéantie, amplifiant le chagrin qu'elle traversait déjà à cause de pertes récentes. Les proches de Lisa et Lily se sont mobilisés pour soutenir le mari de Lisa en cette période difficile. Ils ont également lancé une collecte de fonds en ligne pour couvrir les frais liés à cette épreuve. Au 19 juillet 2022, la page GoFundMe avait déjà récolté près de 14 000 $ sur un objectif de 25 000 $. Le sentier Angel's Landing est une destination très prisée du parc national de Zion depuis son ouverture au public à l'été 1926. Le sentier attire chaque année des centaines de milliers de randonneurs, tous désireux de relever le défi qu'il représente. Au fur et à mesure de l'ascension, les randonneurs peuvent souffrir de déshydratation, d'épuisement, dû à la chaleur et d'insolation en raison de l'augmentation des rayons du soleil. Il n'y a pas d'eau disponible sur l'ensemble de l'itinéraire, l'ascension est longue et régulière, avec un dénivelé de près de 1500 pieds. Le défi ultime se présente lorsque les grimpeurs atteignent le dernier kilomètre de la randonnée. Ils doivent alors continuer à marcher en s'accrochant aux chaînes qui courent parallèlement au sentier, sous peine de tomber dans le grès orange. La vue depuis cette section est à couper le souffle, mais les dangers sont également à leur maximum. Les chaînes, bien qu'elles fournissent un certain soutien, ne sont pas infaillibles, et la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses.
Malgré la réputation du sentier pour son terrain difficile et ses risques potentiels, les aventuriers ne se décourageaient pas pour autant, peut-être par goût du risque et du frisson. C'est ainsi que les candidats se renouvelaient chaque fois sur ces sentiers pittoresques. Le 3 mars 2017, Tate Ryan Volino, 45 ans, d'Osprey, en Floride, a décidé de le gravir comme d'innombrables autres avant lui. Il a commencé la randonnée, qui fait environ 5,4 miles aller-retour, plutôt que de participer à une randonnée en groupe, qui procure souvent un sentiment de sécurité et d'assistance en cas de problème. Volino a opté pour une expédition en solitaire. Cette décision laisse supposer qu'il était un randonneur expérimenté, bien que cela n'ait jamais été confirmé. En choisissant de randonner seul, Volino s'est exposé à des risques accrus, car en cas de chute ou d'incident, il n'y aurait personne pour lui venir en aide immédiatement. À un moment donné de l'ascension, Volino est tombé d'un des points les plus élevés du sentier et a fait une chute mortelle. Il n'y avait personne avec lui au moment de la chute, et l'on ne sait pas exactement ce qui l'a fait tomber. Peu de temps après, un couple de randonneurs a découvert Volino étendu sur le sol rocheux, inerte. Par la suite, du personnel a été envoyé pour sécuriser la zone et fermer le sentier aux autres randonneurs pendant que l'équipe de recherche et de sauvetage du parc récupérait le corps de Volino. Le sentier a été rouvert plus tard dans la journée, après que le corps de Volino ait été emporté. L'enquête menée sur la mort prématurée de Volino a révélé une grande visibilité des traumatismes sur son corps. Cela correspondait à des blessures causées par une chute de grande hauteur, bien que la hauteur exacte d'où il était tombé reste inconnue. Sa mort a ensuite été qualifiée de tragique accident de randonnée, comme l'ont rapporté les autorités du parc. Il s'agit du 15e décès sur le sentier Angel's Landing et du premier cette année-là. De son vivant, Volino était connu comme un écrivain prolifique ayant travaillé dans le secteur des services financiers. Il a écrit de nombreux livres et ouvrages de fiction sur le thème du golf, notamment The Front Nine et Pull the Pin. Au-delà de ses activités littéraires, il consacrait son temps à des activités de bénévolat au sein d'organisations telles que Habitat for Humanity, démontrant ainsi son engagement au service de la communauté. En outre, il trouvait du réconfort et de la joie en faisant du kayak chaque fois qu'il en avait l'occasion. Au moment de sa tragique disparition, il laissait derrière lui une femme aimante et 2 fils. La perte de Volino a été ressentie profondément par tous ceux qui le connaissaient. Ses collègues et amis se sont souvenus de lui comme d'un homme généreux et passionné, toujours prêt à aider les autres. Ses écrits continueront d'inspirer les amateurs de golf et de littérature, tandis que son dévouement à la communauté restera gravé dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de le connaître. C'était un après-midi glacé lorsque Lifei-Ada Wang se lança dans sa randonnée en solitaire dans le terrain accidenté des montagnes de San Gabriel le 4 février 2024. Mais le mont Baldi, connu pour ses paysages à couper le souffle et ses sentiers dangereux, allait bientôt être frappé par une tempête historique. Une tempête de type rivière atmosphérique se préparait, prête à déchaîner sa fureur sur le sud de la Californie. Lifei avait 22 ans et était étudiante à l'Université de Californie à Irvine. Elle était aussi une passionnée de randonnée qui préférait souvent voyager seule. Ce dimanche-là, elle avait envoyé un message à ses amis pour les informer de ses plans de randonnée en solo. Aux alentours de 13h59, elle envoya une vidéo à son petit ami alors qu'elle approchait du parking du sentier. Au cours des 2 heures suivantes, la jeune femme publia plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrant les collines enneigées qui l'entouraient et la descente abrupte vers la vallée. Le temps était loin d'être clément. Vers 16h ce jour-là, les communications s'arrêtèrent. Au moment où les amis et la famille de Huang réalisèrent qu'elle manquait à l'appel, il était presque minuit. La panique s'installa alors qu'ils composèrent le 911, désespérés de trouver de l'aide. Le département du shérif du comté de San Bernardino réagit rapidement, rassemblant l'équipe de recherche et de sauvetage de West Valley. Ces professionnels aguerris connaissaient bien les montagnes, mais même eux furent intimidés par la tempête imminente. À 2h30 du matin, l'équipe de secours atteignit le mont Baldi. La montagne était recouverte de neige épaisse. Ils ne trouvèrent aucune trace de Huang. Alors que l'aube se levait le 5 février, la tempête déchaîna toute sa puissance. Le Service national de météorologie émit des avertissements de crues, de tempêtes hivernales et de vents violents pour environ 40 millions de personnes. L'opération de sauvetage se transforma en une lutte contre la nature elle-même. Les fortes chutes de neige et les risques d'avalanche entravèrent chacun de leurs mouvements. Les équipes de recherche furent finalement contraintes de se retirer pour leur propre sécurité. À ce moment-là, la montagne était quasiment ensevelie sous la neige. Le 6e jour, une percée inattendue eut lieu grâce à un civil dont le drone avait repéré ce qui semblait être un corps humain. Mais les conditions restaient périlleuses et les sauveteurs ne purent immédiatement atteindre l'emplacement du corps. Les équipes de recherche campèrent sur la montagne, affrontant la nuit glaciale.
Les secouristes retrouvèrent Li Fei Wang sans vie dans la zone supérieure des chutes de San Antonio Creek à 7h45 du matin, un dimanche, une semaine après sa disparition. Son corps fut héliporté hors de la montagne. La cause de la mort de Li Fei Wang reste non divulguée et certains spéculent sur la possibilité qu'elle ait sciemment choisi de rester sur la montagne malgré la tempête. Le 14 juillet 2014, Mary Margaret Bilieu se joignit à un groupe d'escalade guidé pour une ascension vers le sommet du Grand Teton, culminant à une hauteur impressionnante de 13 700 pieds. L'équipe était composée de Mary, de son partenaire d'escalade, et d'un guide expérimenté de Jackson Hole Mountain Guides. Ils entreprirent leur ascension aux premières heures du matin pour s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour parcourir la distance nécessaire et atteindre leur destination en toute sécurité. Étant donné que Mary et son partenaire étaient accompagnés d'un guide professionnel, il semblait peu probable qu'ils rencontrent de sérieux obstacles en chemin. Cependant, après seulement quelques heures de marche, Mary fut victime d'un accident inattendu. Alors qu'elle franchissait une section courte de l'ascension sous le Upper Saddle, à une altitude de 13 116 pieds, elle perdit pied et tomba du sentier, dégringolant jusqu'au bas du col. Le groupe d'escalade contacta immédiatement le centre de dispatch pour demander de l'aide et des rangers, qui étaient en patrouille de routine près du Lower Saddle, se rendirent rapidement sur place pour répondre à leur appel de détresse. Malgré leur proximité et leur intervention rapide, il était malheureusement trop tard pour sauver Mary. À leur arrivée, les rangers trouvèrent Mary inanimée et toutes les tentatives pour la réanimer échouèrent. Bien qu'elle ait porté un casque durant l'ascension, celui-ci ne put la protéger de l'impact causé par une chute d'une telle hauteur abrupte. N'ayant plus d'autres options, les rangers déclarèrent son décès après avoir consulté le médecin du parc. Elle fut ensuite évacuée par hélicoptère vers le bureau du coroner pour une confirmation officielle de son décès. Pendant ce temps, d'autres membres de Jackson Hole Mountain Guides, qui étaient intervenus sur les lieux, escortèrent le partenaire d'escalade de Mary depuis le Upper Saddle jusqu'au Lower Saddle, puis jusqu'au point de départ du sentier, au fond de la vallée. La mort de Mary fut un choc pour une raison majeure. Plus tôt dans l'année, elle avait réussi l'ascension du mont Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Cette ascension l'avait obligée à parcourir une altitude de près de 20 000 pieds, un exploit que beaucoup échouent à réaliser. Il était évident que Mary était une grimpeuse chevronnée qui maîtrisait bien son art et ne devrait avoir rencontré aucune difficulté à naviguer sur le Grand Teton. Lorsque la nouvelle de la disparition de Mary atteignit sa famille et ses amis, ils furent choqués et dévastés. Conscient de ses compétences en escalade. Son frère, John Conley, exprima leur incrédulité en déclarant qu'il était inimaginable que cela puisse arriver. Il décrivit également sa sœur comme une grimpeuse très expérimentée et une passionnée de fitness. En dehors de l'escalade, Mary était une fille, une épouse, une mère et une sœur dévouée et aimante. Elle était également activement impliquée dans l'agence Santa Fe Tag de la famille à Edmond et participait à diverses activités caritatives. Pour ses amis, Mary était une personne sur laquelle on pouvait toujours compter, se rendant disponible pour aider en toute situation, même si cela devait lui causer un certain inconfort. Elle fut finalement inhumée le 22 juillet lors d'une cérémonie d'enterrement à laquelle assistèrent de ses amis et sa famille.